Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au tabou. Dans cette collection, nous aborderons tout ce dont on ne parle pas, les interdits, les préjugés qui nous rendent intolérants. À travers des témoignages sans tabou, nous parlerons ce soir de l'homosexualité. À la découverte des tabous de l'homosexualité. Aujourd'hui encore, les homosexuels ne sont pas toujours acceptés par la société. David, 20 ans, en a fait les frais. Au départ, je pensais que c'était une maladie. J'aurais aimé aussi avoir le soutien de ma famille. Autre tabou loin d'être tombé, l'homoparentalité. Pourquoi sommes-nous aussi choqués par ces familles différentes? Je crois qu'il y a des enfants qui vont te demander pourquoi tu as deux mamans. Pour éviter les regards critiques, les gays se retrouvent dans des lieux 100% homo, où ils peuvent vivre sans tabou. Parfois, je lui dis, vas-y, s'il te plaît, sors. Il est excité et pas moi. Alors je lui dis, va dans la rue, trouve-toi un mec pour baiser. Et au cours de l'émission, nous retrouverons 3 volontaires, Nathalie, Serge et Kenny, tous hétérosexuels, qui ont accepté de s'immerger dans le monde homosexuel. Ils ont rencontré une équipe de foot gay qui ne les a pas ménagés. Je pensais qu'ils faisaient plus de la danse, des choses comme ça, mais pas du tout, du football. Puis ils ont participé activement à la Gay Pride. Ils nous diront sur le plateau ce qu'ils ont découvert et si leurs préjugés ont évolué. Ça te gêne, genre comment ils sont habillés et tout? Plutôt. La France a dépénalisé l'homosexualité en 1981, mais 26 ans plus tard, les homosexuels dérangent encore, inspirent parfois du dégoût et même de la haine. Les chiffres sont alarmants et parlent d'eux-mêmes. En France, 3 fois par semaine, on tabasse ce que certains appellent encore les PD. Les jeunes homos se suicident 13 fois plus que les autres adolescents. Dans 6 pays du monde, les homosexuels risquent encore la peine de mort et une trentaine de pays leur infligent de lourdes peines de prison. Non, l'homosexualité n'est pas une maladie. Non, les gays et les lesbiennes ne sont pas des pervers décadents, encore moins des pédophiles. Alors, comment devient-on homosexuel? Comment vit-on quand on a 2 mamans ou 2 papas? Et pourquoi sommes-nous tellement dérangés depuis des siècles par les homosexuels? C'est ce que nous allons voir ce soir en compagnie d'un homme curieux, généreux, pour qui le respect de la différence a un sens, Bruno Solo. Bonsoir Bruno. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être dans cette collection. Ouais. Surtout sur un thème où beaucoup de gens ne veulent pas s'exprimer. Parce que ça paraît justement tabou. Est-ce que pour vous, l'homosexualité a posé un problème dans l'absolu quand vous avez grandi ou quand vous... Non, moi je crois que c'est en rapport avec l'éducation qu'on peut recevoir. Chez nous, la parole, dans ma famille, la parole était très libre. Enfin, ça m'a jamais effleuré l'esprit que ça puisse être un problème ou une douleur. Après, je me suis aperçu, en rencontrant effectivement ou des copains qui étaient homos, ou des copines qui étaient lesbiennes, je me suis rendu compte que ça pouvait être une souffrance, une douleur. Et puis voilà. Mais chez nous, non, dans notre famille, c'était pas du tout un problème. C'était pas un tabou, quoi. Quand mes enfants m'en parlent, par exemple, enfin mon fils, notamment, qui est plus âgé, je lui réponds avec un naturel qui fait que je pense qu'il n'aura pas de problème en grandissant avec ça. Et s'il m'annonce qu'un jour, par exemple, il choisit de vivre avec un homme, je pense pas que ça me heurtera ou que ça me choquera particulièrement. Je ne dirai pas qu'est-ce que j'ai raté. Ah bah justement, c'est tous les thèmes qu'on va aborder. Je vous propose de voir un bout de micro-trottoir. Il date de 1979. Il est issu d'une émission qui s'appelait Question de temps. Comment jugez-vous les hommes qui aiment les hommes? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas normal, c'est un vice, quoi. Je considère comme les maladies... Comme les fous, quoi. Comme les fous, non, c'est vrai fou. C'est pas comme les fous, c'est vrai fou. Il y a 70 ans que je suis dans le quartier que je suis là, ça m'a affecté dans le temps. Il y avait un quartier qui était propre, puis il est pourri. Paraît-il que dans ma maison, il y en a. Ça vous gêne? Je ne sais pas si c'est vrai. Je me pose la question si c'est exact. Je les côtoie, ils sont charmants. Ah. Ça, je me demande même si c'est réel. Il y a 2 sortes d'homosexuels. Il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent. Alors c'est déjà 2 choses différentes. Vous savez, l'amour en homme, hein? Vous ne croyez pas? Je crois pas. Qu'est-ce que vous pensez des PD? J'aime pas du tout. Vous aimez pas? Pourquoi? Je sais pas. Je trouve que c'est les... Je sais pas, j'aime pas du tout en tout cas. Franchement, pas du tout. Bruno Solo, vous pensez que depuis 1979, les choses ont changé? Ça n'a pas tant changé que ça. Je crois que l'homosexualité, l'acceptation de l'homosexualité dans la société française, judéo-chrétienne et tout, ça reste encore
un vrai sujet tabou. Et je pense qu'on aurait de très vilaines surprises encore. Mais bon, je suis peut-être un peu pessimiste, mais il y a des gens qui sont plus à même de répondre à moi que à cette question. Avec nous, Robert. Bonsoir, Robert. Bonsoir, Vous êtes Karine. venu avec Edwin, votre compagnon depuis 17 ans. Robert, on va évoquer avec vous votre homosexualité, bien sûr, mais aussi tout ce que votre préférence sexuelle et amoureuse a entraîné dans votre vie d'homme, de mari, de père et de conjoint. Avec Edwin, vous êtes les papas de 2 jumeaux, un petit garçon et une petite fille, qui ont aujourd'hui 16 mois, qui ont été conçus grâce à une mère porteuse. On évoquera avec vous l'homoparentalité tout à l'heure. Et vous avez aussi de votre côté un grand-fils, Patrick, qui a 31 ans. J'imagine qu'avant de dresser tout ce portrait de famille plutôt moderne, ça n'a pas été facile tous les jours. Mon adolescence, je l'ai vécu dans les années 60, en Bretagne, dans une famille où la sexualité était un tabou. Alors l'homosexualité, c'était une autre planète. Je ne sais pas bien quand j'ai entendu pour la première fois le mot homosexualité, mais j'avais sûrement plus de 20 ans. Et quand j'ai eu 16 ans, j'ai fait une petite dépression. On n'a pas su pourquoi. Mais je pense que c'était un peu lié à ces questions qu'il y avait en moi et que je ne pouvais pas voir. Il n'y avait pas de réponse possible. Je ne voyais pas mon attraction pour les garçons. Et pourtant, après coup, quand je pense à ma relation avec un tel ou un tel, c'est évident que ce n'était pas simplement de l'amitié, qu'il y avait du désir. Mais je ne pouvais pas le voir. J'avais des œillères. Je pense que le tabou peut mettre des œillères pendant très longtemps. La question, en tout cas, c'est vrai qu'elle est peut-être moins taboue qu'avant. C'est la réponse qui n'est pas facile à trouver. Oui. J'ai compris que j'étais homosexuel au moment de la mort de ma femme. Alors oui, parce que là, vous sautez des étapes. Donc vous avez grandi, vous êtes marié, voilà, vous avez eu un garçon, donc Patrick. Voilà. Là, vous ne vous posiez pas de questions sur votre hétérosexualité. C'était pas du déni. En tout cas, vous ne forciez pas avec votre femme. On apparaissait comme un couple idéal. Mais pour vous, vous l'aimiez en tant que femme? Oui, je l'aimais. Bon, mais on n'a vécu ensemble qu'un peu plus de 2 ans. Oui, votre épouse est décédée peu de temps après la naissance de Patrick. Elle a eu un accident de voiture quand Patrick avait 11 mois. Et sa mort, bon, j'avais 25 ans, c'était pour moi un choc énorme. Et ce choc a fait tomber les œillères que je m'étais mises. Mais c'est un double choc. C'est-à-dire qu'on doit faire le deuil. On doit faire le deuil de son épouse, mais aussi le deuil d'une certaine normalité. Tout à fait. Et très rapidement après son décès, je me suis dit, je ne recommencerai pas une autre vie avec une autre femme. Vous pensiez, comme dans le micro-trottoir, que vous étiez un malade ou un pervers? À l'époque des pulsions seules? Je pense un pervers plutôt qu'un malade, parce que je ne pensais pas que ça se soignait, quoi. Je pensais que c'était des pulsions qu'il fallait maîtriser, qu'il fallait étouffer. J'ai compris que j'étais homosexuel à 25 ans. Je l'ai accepté peut-être 10 ans après. Et j'ai rencontré Edwin en 90 aux États-Unis. C'était loin de chez vous? C'était loin de chez mes parents. Et puis 17 ans après, on est toujours ensemble. Edwin, vous êtes américain? Oui. Pour vous, votre identité sexuelle a posé un problème à vos parents ou pas du tout? Tout à fait. Mon père est pasteur évangélique. Voilà. C'est-à-dire rejet total. Total. Et vous vous êtes senti homosexuel à quel âge? Je pense que depuis toujours. Vous l'avez toujours senti? J'ai toujours su, mais j'ai lutté contre pendant des années. Vous aussi. Hein. Avec nous également Stéphane Clerget, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes pédopsychiatre, vous venez publier ce livre « Comment devient-on homo ou hétéro » chez Jean-Claude Lattès. Vous allez nous aider à comprendre comment se construit l'identité sexuelle. Comment devient-on homo? Est-ce qu'on est homo? Pour faire simple, finalement, les préférences sexuelles, l'orientation sexuelle, prenons 2 individus. D'ailleurs, par exemple, 2 frères jumeaux ou 2 sœurs jumelles. Ils vont emprunter le même chemin, faire la même promenade. Ils vont avoir les mêmes parents, grosso modo la même éducation, faire les mêmes rencontres. Ils ont les mêmes gènes, c'est des frères jumeaux. Et pourtant, il y en a un qui va être homo et l'autre qui va être hétéro. Ça arrive. Et bien finalement, l'orientation sexuelle, c'est comme une promenade. Et ce qui définit l'orientation sexuelle, c'est le souvenir.
le souvenir de cette promenade. On fait la même promenade, mais on ne garde pas le même souvenir. Ouais. Et dans un cas, ce qu'on va vivre, on va le construire sur un plan hétérosexuel et dans l'autre, sur un plan plus homosexuel. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une influence sociale et on sait bien que la société et les parents en particulier vont favoriser plutôt le choix hétérosexuel. On va plutôt donner ce modèle-là. Quand le petit garçon va dire qu'il est amoureux d'un autre petit garçon, on va lui dire non, tu ne peux pas être amoureux. Donc il va valider ou invalider. Après, il va aller à contre-courant ou non. Bon, Bruno, dans la construction de votre identité sexuelle, est-ce qu'il n'y a pas eu un âge à l'adolescence où vous vous êtes posé des questions ? Non, parce que j'ai senti, effectivement, j'ai senti que j'avais une attirance pour les filles. Donc, je ne me suis pas posé les questions. Mais autour de moi, je voyais des potes qui étaient gênés par rapport à la nudité, par rapport au fait d'en parler, etc. Il y avait sans aucun doute chez eux un choix qui était difficile, qui se posait. Je voudrais revenir sur le mot « choix ». On ne peut pas dire qu'on choisit d'être homosexuel. S'il y a choix, c'est qu'on n'a pas le choix. Toute petite enfance. Voilà, c'est ce qu'il dit. Stéphane Guerger dit que justement, on offre, en général, un enfant, il se dirige plutôt vers la normalité et la majorité. Donc si, au milieu de ce monde majoritaire, il fait le choix, entre guillemets, petit, de se diriger vers l'homosexualité, c'est qu'au fond, il n'a pas le choix. C'est que ça s'impose à lui. Je vous présente Serge Effès. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, psychanalyste et thérapeute du couple et de la famille. Vous êtes d'accord avec l'explication de la naissance de l'identité sexuelle ? Ah, complètement, oui, je suis complètement d'accord avec lui. Quand on parle d'homosexualité, il y a le mot sexualité qui pèse très lourdement dans nos représentations. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ça qui dérive vers la perversion. On s'imagine des gens avides de sexe, avides du sexe de l'autre, et c'est comme ça qu'on se les représente. Et dans l'esprit d'un petit garçon, et j'imagine un petit garçon comme Edwin qui, depuis sa plus tendre enfance, se sent attiré par les garçons, c'est pas la sexualité qui l'intéresse, c'est l'état amoureux. Alors, les parents, évidemment, ils jouent un rôle important, mais ils jouent un rôle important à leur insu. C'est pas du tout parce qu'ils vont donner tel et tel principe d'éducation, c'est pas parce qu'ils vont conduire les garçons vers une masculinité un petit peu rigide, par exemple, en disant un garçon ça pleure pas, ou une petite fille ça doit se comporter comme ça, qui vont réellement influencer leur enfant. Parce que ça ne marche pas comme ça. Le désir de l'enfant, il est là et il est bien plus fort que ses préceptes éducatifs. Et tout ce qu'on peut faire, finalement, c'est être à son écoute et c'est le laisser grandir, le laisser s'épanouir et le laisser s'exprimer. Mais il est très rare qu'on éduque des garçons comme des filles ou qu'on éduque des filles comme des garçons. Par contre, il y a des garçons qu'on pousse, par exemple, à l'hypervirilité, en disant les filles c'est bête, les filles c'est pas beau, les filles c'est inférieur, et nous les hommes, nous faisons partie d'une élite supérieure. Eh bien, ces hommes-là, ils peuvent aussi bien devenir des super machos virils qui vont écraser les femmes qu'au contraire retourner complètement cette proposition et développer à l'intérieur d'eux plutôt une attirance d'une femme pour un homme. Quand on prend conscience de son homosexualité, on a besoin de se confier à ses proches. Pour les parents de David, il était impensable d'avoir un fils homosexuel. Olivia Delettre et Thierry Monnier ont rencontré à Montpellier un jeune homme à fleur de peau. Mes parents... Ce qu'ils n'acceptaient pas, c'était le fait que je sois différent. Ma mère pensait qu'un jour j'aurais des enfants, que je me retrouverais avec une fille. Et vu que mon beau-père est homophobe, ça n'a pas arrangé les choses. Vu comment ma famille disait du mal sur les homos, je me sentais complètement différent. Je me disais malade, j'avais déjà fait des tentatives de suicide, c'était plutôt un appel à l'aide. Mais le cauchemar commença. Vraiment, quand je l'ai dit à ma mère, l'erreur de ma vie. Je pensais qu'elle allait mal le prendre, mais au fil du temps, qu'elle allait me le pardonner et tout. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Après toutes ces années de galère, je pense que j'ai besoin de me reconstruire loin de ma famille. Rejeté par sa famille, pour avoir brisé un tabou, David est passé par la drogue et la prostitution. Après des années d'errance et de solitude, les éducateurs du refuge, une des rares associations qui luttent contre l'isolement des jeunes homosexuels, lui ont trouvé une chambre dans les quartiers nord de Montpellier. Un nouveau foyer pour tenter de se reconstruire loin des siens. Je suis quand même resté pendant 2 ans sans avoir un coup de téléphone de ma famille. J'ai essayé pendant 1 an de rien faire, de pas les appeler, rien. Mais je m'aperçois, si je les appelle pas, ils m'appelleront pas. C'est pour ça que j'insiste, je les appelle en laissant des messages et tout. Oui, allô, maman, c'est David. Oh bah ça, je me
Allô? En fait, ça a coupé. Arrivé un moment, elle m'a raccrochonné. J'essaye de la rappeler, et enfin non, elle répond pas. Maman, elle est pas là? J'ai dit, t'imagines dans quoi je suis passé? Je suis passé dans la prostitution, dans la drogue, dans la rue. Je suis quand même resté pendant 2 ans sans avoir un coup de téléphone, que ce soit de mes sœurs ou de ma mère. Je me suis vraiment retrouvé tout seul. Tout seul. Délaissé par sa famille, il ne peut compter que sur ses copains. Rémi, qu'il a rencontré sur Internet, est son seul ami à Montpellier. Il a organisé une rencontre avec ses parents, à qui l'annonce de son homosexualité s'était faite simplement. C'est peut-être un peu stupide comment je lui ai annoncé, mais je me sentais pas dire le mot homosexuel, n'importe quoi. Donc j'ai voulu lui dire en anglais. D'accord. J'ai fait maman, I'm gay. Et là, elle m'a dit, t'es sûr? J'aurai pas de petit enfant. Mes parents, quand je leur ai dit, ils m'ont même pas laissé le temps de m'exprimer ou quoi que ce soit. Ma mère est restée au téléphone, mais elle m'a raccrochonné. C'est normal. C'est normal, oui. Ça coupe un peu le souffle. Pendant 5 ou 10 minutes, vous vous demandez qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi ça vous arrive à vous. Enfin, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que j'ai fait peut-être aussi pour, comme je pense que comme toute maman. Moi, j'étais en train de manger, puis d'un seul coup, je te vois arriver. Dans le jardin, tu me dis, papa, je suis homo. Bon, je suis resté comme ça. Il m'a dit, c'est pas de ta faute. Il m'a dit ça. On me dit que depuis bizarre. Et là, la réponse, tu m'as dit... Bah, tu seras toujours mon fils et la porte sera toujours ouverte. C'est beau, venant d'un père et d'une mère. J'aurais aimé aussi avoir le soutien de ma famille. Surtout, c'était le plus important pour moi. Mais moi, je pense que quand on met un enfant au monde, eh bien, il faut l'aider, quel que soit le choix qu'il va faire. Mais on n'a pas à porter de jugement sur la sexualité des gens. Moi, je préfère qu'il me l'ait dit et qu'il soit libéré depuis l'âge de 16 ans, plutôt qu'il me le dise que maintenant et que pendant 6 ans, il ait galéré ou il est mal vécu ou qu'il ait été mal dans sa peau et voilà. Maintenant, on sort. Bonne soirée. David n'a pas eu la chance d'avoir des parents tolérants et compréhensifs. Il se libère aujourd'hui auprès de la psychologue du refuge. C'est son premier entretien. David. Isabelle, à quel âge est-ce que tu as découvert ton homosexualité? Au départ, je pensais que c'était une maladie, vu qu'on n'arrêtait pas de m'insulter et tout, et vu que j'en voyais très peu dans la campagne où je vivais. Pour moi, c'était une maladie. Et c'est vrai que quand j'ai chatté et tout avec des mecs et tout sur Internet, quand j'ai eu ma première relation sexuelle avec mon copain avec qui je suis resté 1 an, c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit je suis vraiment homosexuel. Et en fin de compte, à partir de vraiment l'âge de 17 ans et demi, c'est là où j'ai vraiment accepté mon homosexualité. Comment, comme ça, du jour au lendemain, on accepte l'homosexualité? Je me suis tout le temps senti attiré par les mecs, tout le temps. Et c'est très dur, très dur moralement aussi. Je veux dire, on se croit différent. On voit des mecs avec une fille et tout. On se dit, mais moi je suis avec un mec et tout. On comprend pas quand on est jeune. On comprend pas du tout. Il n'a jamais eu l'endroit, à un endroit donné, la possibilité de pouvoir dire qui il était vraiment. David veut maintenant s'affirmer sans tabou et ne plus subir. Il doit trouver sa place et en premier lieu, un travail. J'ai travaillé dans la restauration, j'étais babysitter avant et c'était un grand plaisir pour moi. Donc on va tirer ce fil-là en tous les cas sur la restauration et sur l'animation. Je te cache pas que restauration c'est plus facile que l'animation. Dans l'animation, le fait d'être homosexuel risque d'être un barrage. Même les animateurs qui ne sont pas homosexuels font très attention donc à leur attitude, à leur gestuelle par rapport aux enfants. Donc David, il va devoir être encore beaucoup plus vigilant que les autres. Pour tout un chacun, pour le commun des mortels, il vaut mieux mettre la sourdine sur ce sujet-là. On vient me poser la question gentiment et tout, et je leur dirais oui, je suis homosexuel. Oui, mais si on me pose pas la question, non, je dirais rien. Malgré les clichés homophobes, David est décidé à s'assumer. Il retrouve Rémi à la Villa Rouge, une des plus grandes discothèques homosexuelles de France. Tu dragues? Pas trop. Tu te fais draguer? Rien du tout. Apparemment, je plais pas.
Une bonne façon de se vider la tête. J'aime trop les mecs pour devenir hétéro. Vraiment, j'aime trop les mecs. Et franchement, comme il dit, je renie pas ce que j'ai vécu. Je suis homosexuel, fier de l'être. Et voilà, je resterai homosexuel. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Ça va bien? Ça va, et mieux un peu de vous voir, de me prendre voir. du recul sur vous. Voilà, de entendre un peu ce qui a été dit et tout lors du reportage. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, Vous avez essayé depuis le reportage d'entrer à nouveau en contact avec votre famille? j'ai essayé de reprendre contact avec ma famille. Ma mère me rejette toujours. J'en veux pas spécialement à ma mère. Peut-être que si ma mère m'aurait écouté, m'aurait accepté tel que j'étais, j'aurais pas vécu la prostitution, la drogue ou les tentatives de suicide. Et peut-être qu'aujourd'hui, je serais peut-être bien dans mes baskets et près de ma famille. Est-ce que vous regrettez de l'avoir dit? Le regretter, non, parce que du moins, moi, ça se voyait sur moi. Je veux dire, voilà, quoi. Ça se voyait que j'ai... Un peu. Ça se voyait... C'est vrai. Même beaucoup. Quand j'étais jeune, ça se voyait beaucoup. Et c'est vrai que j'avais besoin de le dire. De le dire. Je me suis dit, ma mère va... Bon, peut-être qu'elle prendra mal au départ, mais après, ça passera et tout. Et en fin de compte, ma mère, au départ, pendant 5 minutes, je l'ai plus entendue au téléphone. Et c'est vrai que les jours à suivre et tout ont été très durs. Pourtant, ma mère et moi, c'était l'amour fou, mais un truc de malade. Je le regrette. Je vais pas dire que je le regrette pas... total. Je veux dire, je le regrette un petit peu parce que j'ai quand même perdu aussi les 2 femmes de ma vie, mes 2 sœurs. Pour moi, c'est... Elles non plus vous parlent plus? Ma grande sœur, ça fait 6 ans que je ne l'ai pas vue. Serge Effez, faut-il le dire à ses parents? Je crois qu'il n'y a pas de recette par rapport à ça. C'est vraiment à chacun de trouver la façon dont il va pouvoir le mieux possible se débrouiller avec cette histoire. Pour certains, ça va être effectivement en affrontant ses parents directement, parce que c'est des gens qui sont plus entiers et qui ont besoin de ça pour pouvoir se construire. Mais pour d'autres, peut-être qu'ils doivent d'abord se construire, effectivement, peut-être en cachette, arriver petit à petit à s'aimer davantage pour pouvoir affronter différemment les parents. Parce que quand on affronte ses parents à un moment où ils ne sont pas prêts et où soi-même on n'est pas prêt, ça peut être catastrophique. Vous parliez tout à l'heure du fait que les adolescents homosexuels se suicidaient plus que les autres. C'est justement à ce moment-là que la tentative de suicide risque de se produire, c'est-à-dire quand on n'est pas tout à fait prêt pour le dire à ses parents et qu'on est rejeté à ce moment-là, et là c'est une catastrophe. On est au bord d'un gouffre psychique. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a justement, Stéphane Clerget ou Serge Effez, je ne sais pas, une façon de le dire? On a vu dans le reportage, c'était mignon, votre copain qui l'a dit en anglais. Vous disiez le bon moment, c'est le bon moment où on est prêt en fait psychiquement, mais est-ce que, je sais pas, le soir de Noël devant toute la famille, c'est le moment? Pourquoi pas? C'est l'anniversaire du papa. Je pense que... Papa, bon anniversaire. Ma mère, j'y annonçais pour le nouvel an. Ah bah vous voyez. À la fois, les résolutions de la bonne année. À la fois, c'est une info importante. C'est important que les parents sachent que leur enfant a une vie sexuelle. Ça veut dire qu'ils ont réussi leur éducation, si leur enfant a une vie sexuelle. Mais on n'a pas à se mêler de la vie sexuelle de son enfant. On n'a pas à se mêler de la vie sexuelle de ses enfants. Je croyais qu'on n'avait pas le droit déjà de se mêler de la vie sexuelle de ses parents. Ça veut dire que se mêler, c'est pas forcément participer. Mais on a... Ah non, mais ça, je pensais, je n'allais de toute façon pas jusque-là. Mais on peut quand Ce même sera l'objet d'une autre émission. On peut quand même être au courant. On peut être au courant si son fils sort à une petite copine ou un petit copain. Enfin, c'est pas vraiment. C'est peut-être délicat d'imaginer la sexualité de ses enfants. Bon, il a 8 ans. Non, mais pour plus tard. Il a 3 ans. Mais pour plus tard. Je pense que la meilleure façon de présenter son homosexualité ou sa relation homosexuelle, c'est en présentant la personne qu'on aime. Tout d'un coup? C'est un côté plus simple parce qu'il y a un côté concret. Parce que comme le disait Serge, quand on parle d'homosexualité, ça fait tout de suite peur, l'homosexualité. Mais quand on parle d'amour, ça fait déjà tout de suite moins peur. Et quand on présente une personne comme ça, en chair et en os, normale, c'est déjà plus rassurant. Bon, on va voir justement avec Christiane ce qu'elle aurait préféré. Christiane, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous avez 54 ans. Oui. Alors vous avez appris tour à tour, il y a quelques années, l'homosexualité de votre fils, puis de votre fille. Oui. Donc vos 2 enfants sont homosexuels. Tout à fait. Comment vous l'a-t-il dit, votre fils? Parce qu'il avait 19 ans, lui. Mon fils nous l'a fait deviner lors d'un repas.
pas à Noël du tout, hein, c'était un repas tout à fait ordinaire. Et à son père et à moi-même, il a dit « J'ai quelque chose à vous dire, devinez ». Et nous sommes partis sur vraiment tout un tas de choses. C'était inimaginable que ce soit ça pour vous à ce moment-là? Non, mais on n'y pensait pas du tout. C'était pas que c'était inimaginable. Non, mais je veux dire, il n'y avait pas de doute. C'est pas qu'il n'y avait pas de doute, c'est qu'on n'était pas du tout dans le sujet. Et donc, on est parti sur t'attends un bébé, tu vas te marier. C'est ça, c'est les premiers. Oui, oui, on était vraiment. Et puis, bon, ne devinant pas du tout, à un moment, on était là. Bon. Puis moi, j'ai dit à mon fils, écoute, on donne notre langue au chat. Et c'est là qu'il nous répond, puisqu'il y avait son père et moi-même, qu'il nous répond « Je suis homosexuel et j'ai un ami ». Ah, alors vous avez quand même pleuré tous les jours? Oui, alors moi au début, effectivement, quand il nous l'a dit, ça a été la grande déprime. Mais en fait, je m'excuse par rapport aux psys qui sont présents ce soir, c'est que j'étais très dans la culpabilité. C'est-à-dire que je me suis dit, ben voilà, c'est exactement ce que les psys disent, c'est le complexe d'Oedipe, c'est la castration, c'est tout ça, c'est de ma faute et de ma grande faute. Pas besoin des psys pour se sentir coupable. Hein. Moi, je ne connais pas de mères qui ne se sentent pas coupables, d'au moins un truc. Il y a une raison, c'est que les mères, on les met à toutes les sauces. Oui, et puis quand c'est des enfants autistes, on disait, c'est la faute des mères. Quand ils sont homo, c'est la faute des mères. Quand ils sont délinquants, c'est la faute des mères. C'est bien la preuve qu'on ne tient pas à ses comptes des pères. Exactement. Et est-ce que vous avez imaginé, ne serait-ce qu'une seconde, rejeter votre fils Jamais. Comme les parents de David? Jamais. Je suis vraiment très émue de ce genre de... Franchement, ça m'émeut vraiment parce que j'entends beaucoup ça. Parce que moi, du coup, j'ai cherché à comprendre. Et pour comprendre, je me suis dit, je ne suis pas la seule au monde, je vais aller quelque part. Et j'ai trouvé donc l'association Contact, qui est une association de parents et d'enfants homo. Et je me suis aperçue, en parlant avec les gens au fur et à mesure, qu'on était tous des parents, mais tous très différents. Il y avait certains qui avaient donné une éducation très rigide. Nous, c'était une éducation très libérale. Il y avait des mères qui se reprochaient de n'avoir jamais été présentes parce qu'elles travaillaient. Moi, c'était tout le contraire, puisque j'avais arrêté de travailler pour mon fils. Il y en a d'autres qui disaient, mon mari, il n'est jamais là. Moi, le mien, bon... Quand mon fils est né, il y a eu certains problèmes, puisqu'il a été hospitalisé. C'est son père, le premier, qui lui a donné son biberon dans la couveuse. Et je me suis dit que vraiment, il fallait que les gens dialoguent finalement. C'est marrant quand on se rend compte quand même qu'au sein de la famille, et c'est ça le problème de cette cellule si sacrée, si fondatrice de notre société qu'est la famille, on n'ose jamais en parler et tout ça, c'est le tabou ultime, la famille, hein, mais dans tous les domaines, que ce soit l'argent, la sexualité, tout, on nie l'individu qui a pu être votre fils, qui a été votre fille, qui est votre fille, qui est votre mari et tout. Alors effectivement, on fonde une famille, on est une famille, mais avant tout, on a des goûts qui nous sont propres, etc. C'est pour ça, ce sentiment de culpabilité, moi, je suis quasiment persuadé qu'il ne m'animera pas le jour où j'apprendrai, par exemple, que mon fils ou que ma fille sont homosexuels. Et il faudrait faire comprendre ça à la terre entière, quoi. Ça m'a passé. Oui, mais bien sûr, ça vous a passé. Vous vous rendez compte, vous êtes passé par cette souffrance. Vous n'auriez pas dû passer par cette souffrance. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? L'enfant me dit, je vous ai invité dans ce salon, Non, mais si l'homosexualité n'était plus un tabou, il n'y aurait plus de culpabilité. Mais oui. Il y en aurait d'autres des tabous, hein, ça. Mais oui, mais celui-ci, on a l'impression de rester 10 ans. Il n'y aurait plus d'émission, c'est ça, c'est emmerdant. Christiane, vous avez su quand votre fille avait 15 ans qu'elle était homosexuelle. Vous dites que vous vous en doutiez? Oui. Bien, parce qu'en fait, parce que ma fille était tellement différente de ce que j'étais quand j'avais 10-12 ans, que je voyais bien que son attirance n'était pas du tout comme la mienne à la même époque. Elle n'avait pas du tout le même comportement que moi. Et vous n'êtes pas dit quand même les deux? C'est-à-dire qu'en fait... Bon, je me disais certainement elle est lesbienne, et puis je me suis dit de toute façon, on ne peut pas faire autrement que l'accepter. C'était après que votre fils... Oui, ma fille, c'était après. Quand vous êtes sorti de la dépression avec votre fils, c'est là que votre fille... je me suis un peu sortie. Enfin, son père et moi. Ça va mieux, non? Bon, alors je vais te dire, moi je suis lesbienne. Il n'y a quand même pas qu'une mère, là. Il y a un père aussi qui était présent. Serge Effès, qu'est-ce qui dérange autant les membres d'une famille, en tout cas les parents ou les grands-parents, de voir un petit enfant homosexuel? Qu'est-ce que ça réveille? Une famille, c'est pour transmettre, c'est pour se reproduire. Quand on fait des enfants, plus ou moins consciemment, on a envie qu'ils suivent le même chemin que soi, on a envie qu'ils aient les mêmes goûts, qu'ils aient les mêmes choix. Et quand même, tous les parents du monde, avec les meilleures intentions, incitent leurs enfants à suivre la voie
idéal qu'ils ont en tête. Donc ça, c'est quand même un premier deuil. Donc bien Pourquoi évidemment, mon fils vote tous à les droite, parents, par exemple, ah oui, ça peut être terrible. Donc évidemment, comme disait Stéphane, tous les parents sont coupables toujours à un moment, se sentent coupables de quelque chose, parce qu'on n'a pas des enfants idéaux tels qu'on les a rêvés, et c'est tant mieux. Non. Mais la deuxième chose, qui est peut-être plus difficile à entendre et à supporter pour les parents, c'est que ça les confronte très brutalement au fait que leur enfant n'est plus un enfant, c'est-à-dire un ange asexué, tel qu'on voudrait le garder, mais un individu sexué, et qu'on est obligé de se représenter sa sexualité tout à coup. Et déjà, c'est un peu compliqué de se représenter la sexualité d'un enfant hétérosexuel, même si elle ressemble à la vôtre, parce que justement, ça lui fait quitter son statut un petit peu d'ange. Mais là, tout à coup, il y a des images qui arrivent auxquelles on n'a pas envie de se confronter. Et c'est très brutal. Et ça, effectivement, ça explique le rejet. Les clichés homo, ils sont en plus hard quand on imagine la sexualité des homos. Bien sûr. Et peut-être beaucoup plus celle des garçons que celle des filles. Ouais. Ça fait surgir des images qui sont très dérangeantes. Et ça, c'est le vrai tabou. Christiane, vous avez pensé à ces choses-là quand votre fils vous a avoué son homosexualité? Oui, tout à fait. Mais vous imaginez quoi, qu'il se travestissait, des choses comme ça? Oui, il m'a dit, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Alors, c'était quoi vos questions? Eh ben, c'était justement ça. Est-ce que tu te travestis? Est-ce que tu es en cuir dans le milieu gay? Est-ce que tu es SM? Enfin, j'avais tout un tas de trucs. Bon, il m'a répondu. Mais je n'ai pas posé de questions précises sur la sexualité, par contre. Et ce qui me dérange beaucoup, justement, c'est que les gens, quand on dit on a des enfants homosexuels, ils me disent, mais qu'est-ce que c'est que cette honte de parler de sexualité? Je dis, je ne vous parle pas de sexualité, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne leur ai jamais demandé. Et en même temps, je leur dis, mais vous, quand vous m'annoncez que votre fils est une copine, j'ai dit, vous ne vous rendez pas compte qu'en même temps, vous êtes en train de me dire que sa sexualité, elle est hétéro, justement. Ah non, il dit, moi, je ne te parle pas... Ben, je dis, moi non plus, je ne parle pas de sexualité. Ouais. C'est la même chose. Donc, c'est vrai qu'il faut évoluer, il faut se poser beaucoup de questions en soi-même. Je m'en suis posé beaucoup, surtout par rapport à ma fille qui... nous l'a dit bien après. Et je me suis demandé si moi-même, dans mon enfance, etc., je n'avais pas eu des pensées envers les femmes. Je me suis rendu compte que non. Comment ça vous êtes remise en cause en vous disant, si ma fille est homosexuelle, peut-être que moi-même je le suis Pourquoi pas? Mais vous savez, il y a beaucoup de choses dont les parents ne parlent pas, en fait. Ils n'osent pas parler, mais qui ont au fond d'eux-mêmes et qui ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas parce que les gens les jugent. Parce que moi, vous savez, j'entends des choses, mais ignobles. On m'a pris à partie il n'y a pas très très longtemps parce que je parlais de mes enfants homosexuels. Il y a trop de souffrance. Trop, et c'est vraiment trop tabou à l'heure d'aujourd'hui encore. Vous avez Contact a édité un petit fascicule. Oui. Notre enfant est homosexuel. Oui. Ça aide vraiment les parents, ça, à ça aide énormément les parents parce que c'est un fascicule qui en fait n'est pas du tout hard, entre guillemets. C'est-à-dire que les parents, ils ne tiennent pas des propos pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font. Il n'y a rien à comprendre. C'est comme ça, c'est tout. Il y a son enfant à comprendre. Il faut comprendre son enfant, l'accompagner, l'aider, le soutenir. Et puis ce que je voudrais surtout dire aux parents, c'est que, et là je suis vraiment, il faut aimer ses enfants. Vraiment, quel qu'il soit homo, qu'il soit hétéro. Ce n'est pas les enfants qu'on avait forcément imaginé que nous aurions. D'abord, on n'y pensait pas du tout qu'ils seraient homo. Et ensuite, il y a aussi, pour beaucoup de parents, le deuil d'être grands-parents. C'est ce que j'allais dire. Serge Effès, vous êtes l'auteur, entre autres, de Quand la famille s'en mêle, paru chez Hachette Littérature. Est-ce que, justement, dans l'acceptation d'avoir un enfant homosexuel, il n'y a pas aussi le deuil d'être grands-parents ou parents? Évidemment, ça, je dirais que c'est la troisième chose qui traverse l'esprit des parents. Il y a la culpabilité, il y a la sexualité, puis la troisième chose, c'est qu'est-ce qui va devenir? Et effectivement, très brutalement, on se sent privé de descendance. Et c'est intéressant au jour d'aujourd'hui de voir que ces images commencent à changer, puisque les homosexuels, de plus en plus, peuvent se représenter et se projeter comme parents. En tout cas, David, bon courage. Je sais que vous allez, ce mois-ci, commencer des études pour être animateur. Donc, même si à l'ANPE, on vous a dit que quand on est homosexuel, il faut faire attention dans les métiers de la petite enfance, vous vous accrochez et vous allez commencer là. Et je trouve que c'est... Je perds pas espoir, je continue toujours. Christiane, votre fils a 27 ans, votre fille a 21 ans. Ils sont heureux tous les deux. Et alors, Christiane, elle est hyper militante. Ses enfants disent, bon, vas-y, maman, va militer, mais nous, on ne vient pas. Non,
C'est drôle. En tout cas, ils ont de la chance d'avoir une maman comme vous. Alors, mais non, vous n'avez pas voulu, Stéphane. Ce que je viens de dire, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a pourquoi les gens ont peur que leur enfant soit homosexuel, c'est qu'on associe toujours homosexualité à malheur. Mais en général, quand les homosexuels sont malheureux, c'est parce qu'ils sont rejetés, c'est pas parce qu'ils sont homosexuels. Ça, c'est ce que Christiane, je pense, voulait dire. Aussi, oui. Bon, allez, dans chaque numéro de notre collection, en fait, on a immergé des volontaires dans un univers qu'ils ne connaissaient pas du tout. En l'occurrence, je vous présente Nathalie, Kenny et Serge. Merci à tous les trois, vous avez eu beaucoup de courage parce que vous avez osé poser les questions toutes bêtes que tout le monde se pose sans oser les poser. Cette expérience, vous l'avez vécue en 2 jours. La première partie, c'est dans un club de football gay, le Paris Football Gay. On vous regarde. L'expérience commence par un match amical avec le Foot Gay Paris. Brahim, le coach, les accueille. Serge. Nathalie Oui. Vous êtes hétéro? Oui. Et vous, Kenny? Pareil. De même. Ah, très bien, on dirait pas parce que vous avez une boucle d'oreille à droite. C'est un signe pour nous, ça. Hein. Non, ça c'est pour les jeunes. Bon, ensuite on fera les changements. Vous jouez à quel niveau? Totalement étrangère à cette communauté, Nathalie n'hésite pas à exprimer ses préjugés. Je pensais qu'ils faisaient plus des sports, je sais pas, la danse, des choses comme ça, mais pas du tout, du football. Je suis vraiment étonnée là. Je m'appelle Nathalie, j'ai 38 ans. Dans le milieu homosexuel, ils se sont fabriqués un monde festif où ils sont tout le temps heureux. Je veux leur poser des questions pour comprendre. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens homos qui jouent dans les équipes hétéros et qui ont du mal à se révéler. Moi, j'ai fait du foot dans le 93. Je dois admettre que des homosexuels, il vaut mieux pas qu'ils l'expriment. Il y a des homosexuels partout, il y en a dans les cités. Et il y a plein de gens qui se cachent parce qu'ils ont autour d'eux des gens qui réagissent violemment et qui n'acceptent pas du tout l'homosexualité. On va commencer par faire entrer un peu nos amis. Donc on va commencer par Serge pour démarrer. Ensuite Kenny et Nathalie qui nous fera le plaisir de... Serge va jouer avec les Blancs du Foot Gay Paris. Voilà, on fait tourner, voilà. Pendant ce temps, Kenny poursuit la discussion avec Pascal, le capitaine de l'équipe. Alors tu sais qui est gay et qui est pas gay, tu peux voir? Voilà, non, tu peux pas voir sur le visage de quelqu'un. Au niveau de la gestuelle, il y en a qui sont un peu plus efféminés, mais personnellement, moi j'ai des amis qui sont plus efféminés. La nouvelle génération, il est un peu plus efféminé. Regarde les boucles d'oreilles, c'est le style américain, le style un peu plus classe. Moi, c'est Kenny, j'habite à Neuilly-sur-Marne, j'ai 18 ans. Le milieu homosexuel, je l'imagine comme un monde de débauche. Je ne comprends pas, parce qu'il y a beaucoup de sexualité, il y a un manque de respect. C'est un monde pour moi qui est inconnu. Tu vois, à l'époque, quand les mecs avaient une boucle d'oreille, c'était forcément un homo. Okay. Ça voulait dire quelque chose, quoi. Maintenant, ça veut plus rien dire. Non, ça veut rien dire. Ce qu'on appelle la métrosexualité, c'est Beckham qui en est le plus bel exemple dans le football, par là. Kenny recueille les premières impressions de Nathalie. Franchement, il n'y a pas de quoi les juger, il faut être fier d'eux, au contraire. Alors, par contre, je suis pas fière du tout de moi d'avoir joué comme ça. Bon, allez, Serge, on sort. Kenny, tu rentres? Allez, c'est parti. Hein. Go. Alors Serge, ton impression? Ah ça va, c'est que je suis pas un grand footballeur, mais il y a des gens bien meilleurs que moi sur le stade. Ouais. Je m'appelle Serge, j'habite à Carpentras dans le Vaucluse, j'ai 46 ans. Si un de mes enfants m'annonçait qu'il était homosexuel, au premier abord, évidemment, ça serait la catastrophe. Ouais. Et des gens qui sont aussi bien homo qu'hétéro en fait. Ils ont les mêmes attributs que moi. Il n'y a pas de différence. Apparemment non. Ouais. Pour Kenny non plus, pas de différence avec ses nouveaux coéquipiers sur le terrain. Kenny, remonte le niveau par rapport à moi, s'il te plaît. Oui, Kenny. Kenny, qu'est-ce que ça a donné alors? Franchement, c'était super. Bien, bravo en tout cas à tous. Hein. Allez, la douche. Les préjugés semblent s'estomper, au moins jusqu'à l'étape de la douche. Je prends pas de douche dans ce vestiaire. La douche, c'est comme sur le terrain, c'est comme tout le monde, il n'y a pas de souci. Moi, je prendrais une douche quand j'aurai mes cartes du corps, tu vois. Ah, c'est une petite armée au cas où, tu vois, on ne sait jamais. Ah ouais, c'est la première fois pour moi. Maintenant, Kenny. C'est vrai qu'elle est chaude. Mais toi, tu peux prendre la mienne, elle est chaude. Non, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que. Il n'y a rien à voir en dessous. Le caleçon, ça sentir sous une douche. C'est quoi, même. Attends. Même quand on monte dans le douche, j'en mets pas.
En tout cas, chapeau, parce que vous avez le courage de dire tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Nathalie, vous n'aviez jamais côtoyé d'homosexuels dans votre vie ? Bah non, j'en ai jamais côtoyé, mais bon, j'en voyais dans la rue, mais sans me poser de questions spéciales, en fait. Mais d'où ça vous vient, cette idée qu'ils sont tous, font la fête, ils sont tous heureux ? Bah, je sais pas, moi, ça vient peut-être de la cage aux folles. Ah ouais. Voilà, c'est la mauvaise influence. Serge, vous dites que ça vous met mal à l'aise, qu'a priori, si votre enfant vous disait qu'il était homosexuel, ce serait la catastrophe. Dans les grandes lignes, oui, par rapport à l'éducation reçue, par rapport aux critères famille. Mais donc vous ne considérez pas comme homophobe ? Non, surtout pas. Et quand je dis catastrophe, je pèse mes mots, quoi. C'est une grande image, quoi. Voilà. Quant à vous, Kenny, la cité de laquelle vous venez, c'est clair qu'il ne faut pas être apparenté aux homos ? En fait, pour eux, c'est assez difficile de pouvoir l'exprimer, quoi, en fait. Je pense qu'il sera assez mal compris, assez mal reçu, et ils auraient une vie assez difficile. On leur mènerait, certaines personnes leur mèneraient la vie dure. Et pas vous ? Moi, personnellement, non. Moi, je fais ma vie, et homosexuel ou pas, ça me regarde pas. Vous pourriez avoir un meilleur ami homo ? Ouais, je pourrais... Enfin, meilleur ami, je sais pas. Mais encore un ami, ouais. Mais non, mais c'est honnête de le dire. Hein. On va vous retrouver en fin d'émission parce que vous avez également participé à la Gay Pride. C'était le 30 juin dernier. Vous étiez sur le char des policiers gays et lesbiens. On va voir quelles ont été vos réactions. Puis surtout, vous nous direz en fin d'émission si vos préjugés ont changé sur les homos. On va passer au témoignage de Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue. Vous avez 31 ans. L'homophobie, vous l'avez subie de façon très violente l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? En fait, ça a commencé dans la nuit de la finale de la Coupe du Monde avec Laurent, parce que j'avais un ami avec moi. C'était un colocataire. C'est le colocataire, oui, j'insiste bien là-dessus. On n'est pas du tout, on n'avait aucune relation affective. Et le soir, donc, on rentre et il y avait un groupe de jeunes qui faisait du bruit, la sono de la voiture à fond. Et en fait, on monte et Laurent allume une cigarette à la fenêtre et leur demande de baisser le volume. Et immédiatement, les insultes ont commencé à fuser qu'est-ce que vous venez nous faire chier, les PD vous avez rien d'autre à foutre. Les gens normaux font autre chose. Vous, à part vous foutre des bites dans le cul, vous faites rien. Sale PD, tarlouse, etc. Enfin. On va vous brûler. Oui, alors très rapidement, parce qu'ensuite on a rappelé les forces de l'ordre. Les officiers ont interrogé un peu tout le monde. Et après, ça a été on va vous buter, on va vous faire la peau. Et le lendemain, il s'est passé quoi ? Alors le lendemain, première heure, on va au poste de police pour déposer plainte pour propos homophobes, propos racistes, parce qu'on nous a traités de sales blancs en même temps dans l'histoire, et aussi pour menaces de mort. Le soir, on rentre et on n'a pas eu le temps de fermer la porte. Il y en a un, il a donné un gros coup de pied, il a fait sauter le péné de la porte, quoi. Et il a dit, de toute façon, la fenêtre, ce n'est qu'un début, on va vous brûler chez vous, on va vous crever. Il avait cassé la fenêtre ? Après, on s'est rendu compte qu'en fait, durant la journée, ils avaient fait exploser le double vitrage à coups de pierre, quoi. Toute la soirée du lundi, ça a été les insultes, passer sous la fenêtre en chantant on va brûler les PD sur le rythme, on est des champions. Et que s'est-il passé en pleine nuit ? Alors, en plein milieu de la nuit, ils ont jeté un cocktail Molotov dans l'appartement. Heureusement, ils ne savent pas faire un cocktail Molotov, donc il n'a pas explosé, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'était une terreur, non ? J'étais dans l'état d'esprit, j'ai ma position à défendre, mon appart. C'était en fait comme deux soldats. On est en état de guerre, je dois défendre ma position. Et le cocktail Molotov, quand même, ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais sur le coup, on ne réalise pas vraiment. Parce que moi, je commençais, comme on montait à la garde, moi, j'étais allé dans ma chambre m'assoupir un petit peu, et j'entends Laurent dire ils viennent de jeter un cocktail Molotov, appelle vite les flics. Et moi, le seul réflexe que j'ai eu, c'est saisir le couteau de cuisine qui était sous le lit, quoi. Et résultat, vous n'habitez plus là-bas, quand même. On a déménagé en urgence, et voilà, quoi. Pourquoi tant de violence ? On peut s'interroger là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on jette des cocktails Molotov ? Qu'est-ce qui fait qu'on exclut les gens de là où ils sont ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a un tel rejet ? Pourquoi est-ce que la pire insulte qu'un homme puisse faire à un autre homme, c'est le traiter d'enculé, par exemple ? Je crois que c'est intéressant de se pencher là-dessus. Parce qu'il faut bien voir que la façon dont se construisent les garçons
dans leur masculinité, ils se construisent autour d'une espèce de domination des hommes sur les femmes. Et ça, c'est ancestral. Ça existe dans toutes les sociétés depuis toujours. Ça veut dire que le masculin se construit dans une supériorité par rapport au féminin et donc dans un rejet du féminin. Dans un rejet du féminin à l'intérieur d'eux-mêmes. Les petits garçons, pour devenir des garçons dans toutes les sociétés, on leur inculque un certain mépris du féminin et le fait d'éjecter le féminin à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce que vient rappeler à ces garçons les homosexuels qui sont autour d'eux? Eh bien, il vient leur rappeler cette féminité, cette partie féminine, cette partie potentiellement pénétrée, potentiellement dominée. Et ça, c'est insupportable. Et c'est de là que naissent toutes ces insultes et tout ce rejet. Souvenez-vous, quand Noël Mamère a fait ce fameux mariage de Bègle, il en a fait un bouquin par la suite, il a reçu des milliers et des milliers de lettres absolument ordurières, dont 99% tournées autour de cette chose-là, c'est-à-dire l'horreur de la pénétration d'un homme par un autre homme. Christophe, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous avez 41 ans. Il y a 6 ans, alors que vous étiez chef dans la police municipale en région parisienne, vous avez été accusé de pédophilie. Vous venez tout juste de bénéficier d'un non-lieu 6 ans plus tard, mais entre-temps, vous avez tout perdu. Votre famille, votre emploi, vos revenus. Que s'est-il passé ? J'étais marié, donc je me cachais derrière une entité hétéro, c'est-à-dire que de par ma fonction et de par mon éducation, j'avais toujours cette appréhension de dévoiler le fait que je sois homo. Jusqu'au jour où mes charmants collègues ont diligenté une enquête officieuse. Et ce soir-là, j'allais dans des lieux gays. Ah, donc on vous a fait suivre, on m'a fait totalement suivre. Et lorsque je suis revenu de mes congés, donc 15 jours plus tard, j'étais convoqué immédiatement par ma chef de service. Donc je me suis rendu auprès de l'autorité compétente. Et vous parlez encore comme eux. Oui, j'ai toujours conservé cette grammaticale policière. Et il est vrai que lorsque je me suis rendu dans son bureau, la première des questions après le traditionnel bonjour, c'était « Êtes-vous gay ?» Donc j'étais assez interrogatif par rapport à cette question. Elle a réitéré une seconde fois cette question. Donc j'ai répondu affirmativement, oui, effectivement, je suis gay. Et à partir de ce moment-là, c'était un enchaînement. Donc j'ai commencé à être accusé de vol, d'escroquerie, de détournement de fonds, enfin des choses hallucinantes. Complètement hallucinant. Donc j'étais suspendu de mes fonctions durant 3 mois. Au bout de ces 3 mois, je me suis retrouvé au commissariat, placé en garde à vue, pour une image à caractère pédophile, qui était retrouvée sur un ordinateur du service. Et j'étais poursuivi pour pédophilie, considérant que j'étais gay, donc j'étais pédophile. Ça, c'est vraiment une des choses les plus graves. C'est une des choses les plus graves qui se passe en ce moment. C'est cet amalgame vraiment furieux qu'il y a. Moi, je l'entends assez régulièrement, moi qui me bagarre pas mal avec la voix de l'enfant sur les problèmes d'inceste et de pédocriminalité. Souvent, j'entends des témoignages genre oui, mais confier ses enfants à un homosexuel quand même, ils sont plus... Ça fait véritablement il faudrait faire des affiches, quoi, pour vraiment, ça n'a strictement rien à voir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je me suis retrouvé donc en garde à vue pendant 48 heures, déféré au parquet, et j'étais placé en examen. Je me suis retrouvé dans la même semaine à faire mon coming out vis-à-vis de ma famille. C'est-à-dire que oui, c'est comme ça que votre femme, qui était enceinte, l'a appris. C'est-à-dire que ma femme avait accouché déjà. Mon petit garçon avait 9 mois. J'ai fait mon coming out, révoqué de mes services de police, donc la demande du divorce, et on m'a soustrait la garde de mon fils. La décision pénale s'est manifestée 6 ans après. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vu mon fils depuis 6 années. Donc plus de boulot, plus d'appart, plus de famille, alors, absolument plus rien. Je me suis retrouvé dans la rue et au bout de 3 mois, c'était la descente aux enfers. Puisque étant fonctionnaire, je n'ai jamais cotisé donc à la NPE, donc aux ACDIC. Je n'avais le droit à aucune prestation financière, donc je n'avais plus rien, aucun revenu, absolument rien. Et je me suis retrouvé dans la rue et ça a duré des années, des années, des années. Comment vous êtes sorti ? Eh bien, tout simplement, c'est qu'un couple gay m'a vu dans la détresse et a postulé un jour pour moi sur Internet. Et j'ai trouvé une place de gardien d'immeuble. C'était la seule façon d'en sortir, c'est de trouver un logement et une fonction dans laquelle je pouvais m'en sortir un peu. Et alors là, le 20 juillet dernier, vous avez obtenu votre non-lieu ? Alors, j'ai eu un non-lieu, effectivement. Donc j'attends exactement que l'administration me réintègre, puisque là, c'est très très long. Mais pas dans le même commissariat, quand même. Ah si, je compte retourner dans le même commissariat. Si, bien sûr. J'estime que je suis totalement innocent des faits. Je pense que c'est pas à moi d'avoir honte, mais plutôt à l'administration d'avoir honte. Serge Effez, d'où vient cet amalgame ? On l'avait déjà vu dans le reportage avec David, entre
homosexuel et pédophile. D'où ça vient? Ça, faut vraiment mettre un terme à cet amalgame. Mais ça vient tout simplement de cette histoire de sexualité et de perversion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère l'homosexualité comme une perversion, c'est-à-dire quelque chose qui est tordu, il y a quelque chose qui sort de la norme, eh bien à ce moment-là, l'amalgame, il se fait très très vite. Ça veut dire que les homosexuels étant attirés dans l'esprit des gens par la chose sexuelle, et sont ressentis comme de véritables prédateurs, si vous voulez, et qui donc guettent leur proie, que ce soit d'autres hommes ou des petits-enfants. Bon, merci en tout cas Nicolas, et merci Christophe pour le témoignage. Christophe, je voulais saluer votre témoignage parce que l'idée que vous avez de revenir sur les lieux de l'endroit où vous avez été diffamé, les 6 années de galère, et moi je trouve que c'est vraiment, là véritablement c'est un acte très très courageux de revenir sur place et de vous réaffirmer en tant que qu'homme, là, c'est magnifique. Je me considère comme innocent, je n'ai pas commis ces actes. Et je pense que mais pour y avoir effectivement le réflexe de dire bon, on va me foutre la paix, revenir là, ça c'est vraiment, vous vous rendez vraiment service. Voilà. Gentil, merci. Alors, dans chaque numéro de cette collection, on va vous emmener dans un endroit du monde où les tabous sont tombés ou sont sur le point de tomber. Aujourd'hui, on part pour Mykonos. C'est une île grecque où des homosexuels du monde entier se retrouvent chaque été pour vivre une sexualité totalement libérée, sans tabou. Pourquoi reconstitue-t-il volontairement un ghetto d'hommes? C'est un reportage de Roxane Frias et de Paul Cerny. En Grèce, une petite île recense 11 000 habitants l'hiver. Mais quand vient l'été, la population monte à 50 000 personnes. Mykonos est une des destinations favorites de la communauté homosexuelle. Des gays venus du monde entier se donnent rendez-vous dans ce ghetto, sans tabou. Grantley est anglais, il a 43 ans. Frieder est allemand, il a 38 ans. Ils vivent en couple depuis 2 ans. Tu veux une bière? Oui, pourquoi pas. C'est lundi. Il y a quelque chose de différent ici. On n'est pas dans l'anonymat d'une grande ville. Les gens se connaissent, c'est un vrai village. Même les habitants les plus âgés de l'île sont chaleureux avec nous. J'ai l'impression de faire partie d'une nouvelle communauté qui est très tolérante avec nous. Et c'est vraiment très différent d'une grande ville comme Londres, qui est ouverte aux gays, mais où l'on ne peut pas nouer aussi facilement tous ces contacts personnels. C'est ça le vrai plus ici à Mykonos. Mykonos, c'est petit, et c'est donc plus facile de faire ce que tu as envie de faire. Tu vois, si j'ai envie de prendre sa main quand on se promène à Francfort, eh bien, une fois arrivé dans certains quartiers, je vais être gêné, je vais lâcher sa main, pour pas créer de problème, alors qu'ici... Ça n'arrive jamais? Oui, ça n'arrive jamais. J'ai emmené Frieder en vacances ici, ça faisait 10 ans que je venais à Mykonos chaque été, et c'était devenu mon deuxième chez moi. Pendant la semaine qu'on a passée ici, Frieder m'a dit « Pourquoi on ne s'installerait pas ici ?» Et j'ai répondu « Mais oui, c'est une très bonne idée !» Quand je suis arrivé, j'étais follement amoureux. On était ensemble depuis peu, c'était comme une lune de miel. On est même allé se fiancer sur l'île de Delos, qui est juste en face. C'était tellement romantique de faire ça ici. J'adore ce genre de truc. Elle me regarde et je bascule dans le ciel. Maintenant, on va aller à l'hôtel Elysium. C'est l'endroit gay idéal pour admirer le coucher de soleil. Hey, salut chérie, ça va? Tu as quelque chose de changé aujourd'hui. Ah bon? Tu as vraiment changé. Regarde-moi ça. Mais, tu sais ce que c'est. Grantley et Frieder ont quitté Londres et Hambourg pour s'installer ici. Anciennement chorégraphes et danseurs, ils préfèrent aujourd'hui la précarité des petits boulots pour vivre leur vie sans tabou, ici, à Mykonos. Quand vous avez beaucoup de gays qui se retrouvent au même endroit pour faire la fête, s'amuser et avoir des rapports sexuels, c'est assez facile de faire des rencontres. C'est un des atouts de l'île, un très grand atout.
Parfois, je lui dis, vas-y, s'il te plaît, sors. Il est excité et pas moi. Alors je lui dis, va dans la rue, trouve-toi un mec pour baiser. Après, c'est fait. Il revient, la tension est retombée, il est détendu. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et si on lisait Harry Potter? La jalousie peut être tout à fait destructrice dans n'importe quelle relation. Alors si dans votre couple vous arrivez à ne pas être empoisonné par la jalousie, tout va bien. Nous avons une relation open, donc si je veux, je peux coucher avec qui je veux. Et lui aussi. Mais j'ai remarqué que depuis que je vis à Mykonos, c'est marrant et j'en ai beaucoup moins besoin. Chaque nerf de son corps semblait tendu. Il brandit sa baguette magique, alla se cacher dans l'obscurité à côté des têtes d'elfes décapités et attendit. Lire Harry Potter est devenu un rituel. C'est quelque chose qu'on aime bien faire en fin d'après-midi pour se détendre si on n'a pas envie de sortir. C'est génial. Qui on va voir ce soir? Tiens, viens voir par la fenêtre. Vous savez qu'à Mykonos, il n'y a pas de backroom, pas de sauna, pas même de sex club. Ce n'est pas comme une grande ville de ce côté-là. Ici, il n'y a presque pas de criminalité, le sexe n'a pas pignon sur rue et pourtant vous pouvez faire ce que vous voulez. Personne ne vous reprochera d'avoir des rapports sexuels en toute liberté. Je me sens vraiment libre ici, libre d'être moi-même, d'être qui j'ai envie d'être, et je ne pense jamais au tabou quand je suis sur cette île. Bon, allez, on dépasse un petit peu le folklore. On va faire la part des choses entre les fantasmes et la réalité. J'accueille Jean-Daniel. Bonsoir Jean-Daniel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez 33 ans. Oui. Vous vivez en couple libre, oui. Nous avez-vous précisé, avec Laurent. Vous allez nous expliquer quels sont les termes de votre contrat moral. De contrat moral. Vous n'avez rien écrit quand même. Ah non. Bon. Et puis je pense que, enfin bon, après c'est différent, mais on va pas l'écrire tout de suite. Quand vous dites couple libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une notion qui a été tout de suite acceptée de part et d'autre, c'est qu'il y a une certaine fidélité que l'on veut bien. Il y en a une autre dont on ne veut pas franchement s'embarrasser. Voilà. Attendez, pour moi, il n'y a qu'une fidélité. Ah bah pas pour moi. Bon, alors, expliquez-nous la différence. Je sais pas, la fidélité du cœur, pour moi, est bien plus importante que la fidélité des sens physiques. Voilà. Ça, c'est vraiment une parole de mec, ça. Oui, mais en plus, je l'applique. Donc, en fait, pas d'hétéro d'homo là-dessus, hein, il y a des mecs là-dessus. Donc, en fait, on peut coucher, mais pas aimer ailleurs. Ah, on peut aimer coucher, par contre. Hein. Oui, effectivement, on peut aimer s'amuser à côté, aller prendre un peu l'air. Dès qu'on s'est rencontrés avec Laurent, ça a été tout de suite la chose que l'on s'est dite, parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est rencontrés il y a 2 ans. Si dès le départ, le pacte, il est de « on peut aller voir ailleurs », du coup, il n'y a pas de souffrance? Il n'y a pas de jalousie? La jalousie, moi, elle me serait difficile si je sentais des sentiments, si je sentais une récurrence derrière. À partir du moment où c'est, voilà, comme ça, bonjour, au revoir, et qu'à la limite, peut-être qu'on peut se revoir 1 ou 2 fois, mais on va pas passer notre vie ensemble. J'en ai déjà un à la maison, ça me va. Voilà, moi, je le conçois tout à fait comme ça. Mais attendez, l'infidélité, elle peut aller jusqu'à combien de fois par semaine, par exemple? À partir d'une fois, c'est infidèle de toute façon. Ah bah oui, parce que moi, je n'envisage pas, par exemple, personnellement, voyez. À partir d'une fois, c'est l'infidélité. Il n'y a pas besoin d'en avoir 36 par semaine. C'est pas un mode de vie non plus. Hein. J'en fais pas mon métier. Vous dites que vous considérez pas comme un gay, mais comme un yag. C'est quoi yag? Ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment. Un gay, c'est quelqu'un qui non seulement se considère homosexuel, mais va tout consommer gay. Donc on est gay pour s'habiller, on est gay pour manger, on est gay. Ah, ça devient culturel. Il y a toute une culture gay derrière. Et là, dernièrement, vient de sortir un terme qui, moi, me va super bien. Donc j'ai dit, bah oui, je suis comme ça. C'est yag. C'est le yag, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'on est... C'est gay à l'envers, c'est Verlan. Ouais. On est hétéro, quoi. On est homo... Non. Parce que même un gay à l'envers, ce sera jamais un hétéro. Mais un yag, c'est quelqu'un qui prend tout à fait conscience de son homosexualité,
mais surtout de sa sexualité. Et tout le reste autour, c'est la vie comme n'importe qui. Vous avez des amis hétéros? Oui. Vous n'écoutez pas que Madonna? Je déteste Madonna. Vous êtes un yag. Jean-Daniel, j'en reviens à votre sexualité. Pourquoi vous êtes venu pour vous? Je ne suis pas venu pour ma sexualité, elle va bien. Oui, justement, parlons-en. Même si votre sexualité ne vous définit pas, en revanche, vous dites qu'elle tient une place essentielle dans votre vie. Oui, ça a toujours été la meilleure manière que j'avais eu de séduire, moi. C'était de passer par le sexe. Bah, tout le monde, non? Oui, mais moi je le sais. Ah, trop fort. Donc, si vous mais donc voulez... attendez, c'est-à-dire que quand on parle de sexualité débridée, c'était quoi? Vous sortiez tous les soirs? Ah, j'ai eu une période, oui, où j'étais plus souvent dans le Marais qu'à la fac, par exemple. Oui, effectivement. D'ailleurs, j'ai pas fait des études très poussées à cause de ça. Mais sinon, oui, oui, j'ai eu ce phénomène-là. J'ai eu une période de 18 à 24 ans où c'était... Plusieurs partenaires par jour? Ah non. Ça m'est arrivé peut-être quelques fois, mais c'était pas, c'était jour de chance à la limite. Mais, Gonzague de la Roque, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes médecin et sexologue. D'où vient cette tendance qu'on a vue dans le reportage à vouloir reconstituer des ghettos? Alors le mot même ghetto, c'est ghetto, qui représente le lieu à Venise où on enfermait les Juifs. Au Moyen-Âge. Donc c'est pas un terme qui est très positif, on peut dire à la base, et qui, dans un deuxième temps, a été introduit dans la culture gay au moment où il a fallu créer des lieux de sociabilité, et notamment dans les années 80. D'abord, ça s'est fait aux États-Unis, puis dans d'autres grandes villes. Il a bien fallu que les homos se reconnaissent, puissent se sortir entre eux, se découvrir, etc. C'est pas écrit sur le front des gens qui sont homos. Vous voulez dire que tous les homos ne se reconnaissent pas entre eux? Eh bien non. D'accord. Au moment où justement il y a eu l'émergence de cette culture gay, par exemple dans les grandes villes comme à Paris ou ailleurs, il y avait ce qu'on appelait le guédard au départ, c'est-à-dire que les gens trouvaient un moyen de se reconnaître. Alors ça pouvait être de prendre la dernière rame du métro. Ah bah la fameuse boucle d'oreille. Voilà, par exemple, tout un tas de codes ou de moyens. Comment on savait tout d'un coup qu'il fallait prendre la dernière rame de métro pour quand on était homo? Parce que justement il y avait des bars, il y avait des boîtes, les choses se savaient comme ça, et donc le message finalement passé de bouche à oreille. C'est que c'était clandestin encore. C'était à l'époque où c'était clandestin. C'est ça. Tout à fait. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de parcs, notamment en province, des parcs où dans la journée, les mamans promènent leurs poussettes et tout ça. Elles savent pas du tout que la nuit, c'est là où les homos se retrouvent et que c'est la fête du slip, quoi. Évidemment, c'est une bonne chose. Heureusement qu'elles le savent pas. Oui. Évidemment, c'est une bonne... Mais comment se passe le mot? Toujours dans les lieux clos? Oui, tout à fait. De même qu'il en existe, finalement, pour les hétéros, il en existe pour les homos. À la limite, on pourrait dire que le ghetto hétéro est plus grand. Non, mais attendez, quand on va dans un bar, c'est pas parce qu'on se dit c'est étiqueté hétéro. C'est pas sexué les endroits dans lesquels je peux aller, par exemple. Est-ce que vous allez boire un verre de la même manière, finalement, dans les bars homos? Mais non, mais moi, j'aime pas tout ce qui est cloisonné. Bah voilà. Non, mais d'une façon ou cloisonné, d'une finalement, autre. dans de l'hétérosexualité sans le savoir. Vous Et pensez? c'est pas gênant, ça, finalement. Et on l'est tous comme ça. Effectivement, l'hétérosexualité est en plus pignon sur rue. La ghettoisation hétérosexuelle est plus large, donc Oui, tu vas dans des supermarchés hétérosexuels, mais c'est vrai aussi, c'est vrai. Et vous alliez où alors? Dans les saunas, dans les Moi, bars? j'ai fréquenté essentiellement les saunas, oui. Quelle est la différence entre les saunas et les bars? Moi, parce que comme vous le savez... Écoute, ah bah quoi? la question est très con quand Mais même. non. Il fait plus chaud. Arrive en et les coup de bars, tu sauna bois. dans un bar, tu vois comment tu vas te faire accueillir. Mais non. Avec ton petit peignoir. Un demi, s'il vous plaît. Karine, enfin quand même. T'en fais pas, ce sera monté ça. Ah non, on va le garder. Mais non, mais quelle est la différence au point de vue des rencontres entre les saunas et les bars? Je vous signale que ce sont des lieux dans lesquels j'ai pas accès. Bon, Le sauna, pourquoi pas? Homo. Ah bah non. Alors quand on parle en termes de sauna, De sono. je fais tout mélanger. En matière de sauna gay, en fait, on n'entend pas vraiment salle de sport ou institut de beauté. C'est pas tout à fait le terme qu'on définit. On est plus vraiment dans la consommation de sexe, en fait. Plus dans le sauna que dans les boîtes gays ou que dans les bars. Quand on va dans une boîte, normalement, il y en a toujours qui y vont pour draguer, mais ça, c'est que ce soit nous ou que ce soit les autres, c'est absolument pareil. Mais on est quand même un peu là pour s'amuser ou au pire pour boire un coup. Dans un bar, on est là pour boire un coup, pour rencontrer des gens et conclure, c'est pas forcément la chose qu'on veut faire au départ, quoi. Sauna, c'est clairement étiqueté ça. La plupart du temps, oui. Gonzague de la Roque, quelle est la différence que vous feriez entre une sexualité hétérosexuelle et homosexuelle? Le scénario sexuel chez les hétéros est plus standardisé.
C'est-à-dire que souvent, on imagine que c'est l'homme qui prend l'initiative, c'est lui qui va commencer, etc. Ce qui est difficile d'ailleurs pour les jeunes hétéros qui débutent leur vie sexuelle, parce qu'ils n'ont pas forcément de modèle, etc. Et c'est plutôt une sexualité qui est reproduite, c'est-à-dire ils reproduisent des schémas. Alors que la sexualité homo, c'est plutôt une sexualité qui est produite, qui est inventée parce qu'il n'y a pas de référent, notamment le référent des parents, et qu'il va falloir inventer. Vous êtes plus créatif en fait. Voilà, il y a beaucoup plus de création. Très bien. Maud et Rosen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes lesbienne. Oui, exactement. Oui. Pure et dure. Ah oui. Ça, c'est sûr. Maud, vous vivez avec Rosen depuis 6 ans. Oui. Vous avez ensemble une petite fille qui s'appelle Willow, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Vous avez rencontré Rosen toute jeune quand elle avait 20 ans. J'avais 20 ans. Quand vous aviez 20 ans. Oui. Oh, mais précise. Vous avez toujours su, vous étiez homosexuel. Disons que je l'ai compris dans l'adolescence, et puis pour moi, ça n'a pas été un problème. Je l'ai assumé assez facilement, et du coup, voilà, j'ai rencontré Rosen à 20 ans, et ça s'est enchaîné assez rapidement. Puisqu'on parle de sexualité, est-ce que vous pourriez vivre librement comme Jean-Daniel? Non, je pense pas. Non. C'est impossible, je crois pas, non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette conception-là du couple, de toute façon. Et puis, voilà, pour nous, on a notre histoire d'amour ensemble et on se suffit à nous-mêmes. Donc, c'est même pas... Non, on n'a jamais... Enfin, voilà, quoi. Pour nous, c'est même très important, je dirais, la fidélité. Stéphanie Arc, bonsoir, bienvenue. Vous êtes philosophe et journaliste. Vous consacrez vos recherches à l'homosexualité féminine dans la société occidentale. Est-ce que c'est un cliché que la sexualité débridée est plutôt l'apanage des hommes, homo, et pas des femmes? Et d'où ça vient? Puisqu'on parle des tabous de l'homosexualité, je crois qu'il y a un tabou dans l'homosexualité, c'est l'homosexualité féminine, dont on parle absolument pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement gênant que l'homosexualité féminine. C'est très subversif. Il est très difficile dans la société encore aujourd'hui occidentale d'imaginer que deux femmes peuvent être indépendantes et vivre sans hommes. Et pour la sexualité lesbienne, on a toujours cette idée qu'entre femmes, ce n'est pas qu'elles font? Voilà, ce n'est pas vraiment du sexe. Alors que, paradoxalement, les seules représentations qu'on a, quasiment, c'est dans les films érotiques. Il y a toujours cette scène entre deux femmes qui font l'amour entre elles. Ce sont effectivement du coup des bisexuels parce qu'il y a toujours l'homme qui arrive. En sauveur. Donc on ne peut pas imaginer... Pour finir. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Puisqu'on est dans une émission qui s'appelle Tabou, parlons clairement. Comment je vais tourner ma phrase? Est-ce que qui dit sexualité des lesbiennes veut dire négation du pénis? Négation du pénis. Est-ce qu'on comprend? C'est une formulation un peu bizarre. Est-ce qu'il y a ou non pénétration? Mais bien sûr, enfin, il y a pénétration si on aime la pénétration. Il n'y a pas pénétration si on n'aime pas la pénétration. Enfin, ça dépend des... Est-ce que quand on est lesbienne, c'est parce qu'on rejette l'homme? Ah non, je ne crois pas. Je pense que si on est lesbienne, c'est parce qu'on préfère les femmes, tout simplement, le corps des femmes, la relation avec une femme. On a l'impression que les lesbiennes, si elles sont lesbiennes, c'est parce qu'elles n'ont pas rencontré le bon mec. Ah oui. C'est plutôt comme ça, en fait. Ça, c'est les hétéros, je pense, ça, c'est vrai. Tandis que les gays, on leur dira jamais si t'es gay, c'est parce que t'as pas rencontré la bonne femme. C'est vrai. La bonne nana, enfin. C'est vrai. Et alors qu'une lesbienne, on lui dira, mais c'est parce que tu n'as pas rencontré le bon mec, et puis ça va pas durer. Et puis le jour où tu vas rencontrer le garçon, le vrai, le bon, tu vas sortir de cette relation avec une femme qui n'est que, en fait, on considère ça comme des préliminaires, de vagues préliminaires. Donc on peut se dire... Il n'y a pas l'organe masculin, mais c'est quand même ça. Oui, mais la pénétration, comment dire... Oui, il y a des petits objets, oui, je sais bien. Non, puis il n'y a pas que les objets, je veux dire. Le plaisir sexuel, ça ne nécessite pas anatomiquement qu'il y ait un garçon et une fille. Le plaisir sexuel. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un épanouissement sexuel sans pénétration, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non, sans pénétration, par un organe masculin, par le pénis, tout simplement. Et puis après, pour avoir du plaisir sexuel, il n'y a pas besoin de pénétration tout court. Je veux dire, il y a des moments, ça peut se passer très bien comme ça, quoi. Je veux dire, la pénétration n'est pas non plus la clé de tout. Jean-Daniel. Ah, je vous promets. Croyez-en mon expérience. Oui, je sais bien. Les homosexuels, il y a beaucoup de couples d'hommes qui vivent ensemble sans qu'il n'y ait jamais de pénétration. Ah, chez les hétéros aussi, hein. Oui, ça c'est les questions de migraine ou de désir qui s'enfuient. Mais dans un couple amoureux de deux hommes, moi j'ai souvent parlé avec des... Jamais des types, non, c'était pas leur truc. La sodomie, c'était pas leur truc, par exemple. Oui, il y en a qui n'aiment pas ça. Et Maud et Rosen, ça vous fait sourire, toutes ces questions. Mais j'imagine qu'on vous les a déjà posées. Des centaines de fois. C'est la sang, non? En famille, il y a Noël. Non, peut-être pas quand même. Enfin, c'est vrai que c'est des idées reçues qui ont... Mais non, c'est qu'on ne sait pas. Alors là, pour le coup, c'est pas d'idées reçues. Elle se met la position du Candide. Elle joue pour le coup, j'en suis une là-dessus. Hein. Non, c'est vrai. Mais oui, on ne sait pas. Oui, voilà, je pense que c'est ça, en fait. C'est que les gens ne savent pas, donc du coup, ils restent sur ce qui est dit, les on dit, en fait. Vous avez jamais eu envie d'essayer du tout un homme? Non, merci.
Oui, c'est une question de désir et puis c'est tout. Voilà, bah après, voilà, il y a aussi des lesbiennes qui passent aussi par une période hétérosexuelle au début. Parce que je pense qu'il y a aussi... la pression de la société aussi. Voilà. Puis c'est vrai qu'à 17 ou 18 ans, on n'a pas forcément la force de s'assumer tout de suite en tant qu'homosexuel. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, c'est pas, en tout cas, pour nous, c'est pas notre cas, en tout cas. C'est votre grand-mère qui vous a posé les mêmes questions que moi? C'est ça, hein? Bon, bah, ma grand-mère, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez extraordinaire, mais donc, vraiment pour tout. D'ailleurs, Rosanne est très très bien acceptée. Et voilà, un jour, ma grand-mère m'a même demandé comment est-ce que les femmes pouvaient faire l'amour. C'est de la curiosité, oui, c'est sûr. Bon, et Jean-Daniel, vous n'avez jamais voulu essayer une femme? Si, mais j'ai pas réussi. Alors, une veste. J'ai arrêté. Juste un point sur la notion d'actif-passif qui me pose question. Parce que je me dis, si on est deux, les mêmes faits pareils, pourquoi faut-il déterminer quel rôle on va jouer sexuellement? On pourrait changer. Oui, mais d'ailleurs c'est ce qui se passe dans la plupart des couples homosexuels. Hein. Ils parlent plutôt de pénétrant et pénétré plutôt qu'actif-passif, et il y a une inversion des rôles, et ils peuvent être les deux. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la versatilité, et souvent d'ailleurs dans les... Enfin, moi j'ai des amis qui sont que l'un ou que l'autre. Mais vous êtes apparemment beaucoup dans la sexualité de vos amis, mais... C'est la même sexualité. C'est parfait. La cafétéria. C'est tout le monde. Non, c'est pas ça, je suis très curieuse, donc je pose des questions, des choses que je connais pas, ils répondent assez librement. Et voilà, et j'ai des amis qui me disent, bah non, ça j'aime bien, et ça je le ferai jamais. Bah voilà, je crois que l'expérience de la sexualité, elle est plurielle, et à chacun de vivre la sienne. Hein. Ça, elle est personnelle. Il n'y a pas de... Oui. Voilà. Très bien. Alors, du couple à la famille, depuis 1999, le Pacs a permis au moins juridiquement la reconnaissance des couples homosexuels. Mais quand on évoque la famille homoparentale, les débats reprennent, des débats stériles, puisqu'il s'agit déjà d'une réalité. Karine et Élodie ont donné naissance chacune à leur tour à Vassili et Siloé, grâce à un même donneur de sperme auquel elles ont eu recours en Belgique. Fred Ferry et Damien Guichetot les ont suivis dans leur quotidien de maman. Karine et Élodie ont conçu leurs enfants, Vassili et Siloé, par insémination artificielle, avec un donneur inconnu. Tour à tour, chaque maman a porté un enfant. Donc voilà, ça c'est le début de vie. Voilà, notre fils, notre fille. Donc début d'une vie à 3, puis à 4. Voilà, et tout plein de souvenirs de la naissance. Premier pyjama qu'il a mis à la maternité. Quand on le voit comment il est aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte. Normalement, dans une famille, il y a un livret avec le papa, la maman et les enfants. Et nous, on a chacune notre livret de famille. La chance. Et avec notre enfant biologique. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Et puis ben voilà, donc ça fait maintenant 3 ans qu'on a Vassili. Mon Vassili, au bout de 4 essais sur 6 mois à peu près, il est arrivé. Siloé, c'était encore plus rapide. Première fois, premier essai. Et voilà, Élodie nous a donné Siloé. On s'est vraiment dirigé naturellement vers la Belgique, puisqu'en plus, eux sont beaucoup plus en avance sur ce sujet-là que nous, en France en tout cas. Et c'est vrai que le fait de ne pas introduire de tierces personnes dans notre histoire, puisque c'est le fruit de notre amour, de notre relation, de notre vie, et c'est pas ramener une autre personne. On a cette chance d'avoir le même donneur pour les deux, ce qui fait qu'ils ont quand même, eux, un lien biologique, tous les deux. Maman! Oui, maman. Ça, c'est laquelle? C'est moi. Maman. Maman. Quand c'est l'heure du biberon, le matin, ça va plutôt être maman Élodie, parce que la plupart du temps, moi, je suis partie au travail. Quand c'est ciblé, effectivement, ils rajoutent le prénom derrière, parce que maman tout court, on peut pas savoir. Donc les deux répondent sinon. On vit naturellement comme tous les autres couples, donc on se fait des bisous. D'ailleurs, ils sont très très jaloux. Leur maman s'aime, mais c'est pas tabou dans la famille. On exprime aussi notre amour devant eux, et je pense que c'est aussi quelque chose d'important pour leur équilibre. Karine et Élodie se retrouvent régulièrement avec d'autres mamans homosexuelles pour échanger leurs questionnements, mais aussi pour montrer à leurs enfants qu'ils ne sont pas les seuls à avoir deux mamans. Le fait de se retrouver entre mamans lesbiennes, enfin maman homosexuelle, c'est bon. Déjà de se retrouver entre mamans. On peut échanger quand on est maman, et quand on est maman homosexuelle, on a d'autres questions qu'on ne peut pas poser à des couples qu'on côtoie au quotidien. Parce qu'on a d'autres questionnements. Avant la naissance d'un enfant, on réfléchit à plein de choses. On réfléchit à notre mort, on réfléchit à l'héritage, on réfléchit à qu'est-ce qui va se passer quand on ne sera plus là. Je pense qu'il y a peu de couples hétérosexuels qui ont été voir un notaire pour faire un testament avant la naissance de leurs enfants quand même. Ben nous, on était obligés de le faire. Il y a aussi la question de nos parcours.
tout le parcours d'insémination, il y a un soutien, des autres mères aussi. Il y a plein de choses, plein de questions qui viennent se poser. Pour Vassili, par exemple, qui lui va bientôt être scolarisé, c'est vrai que pour nous, c'est très important de voir comment il vit toutes ces choses, comment ses mamans lui expliquent, et puis faire notre propre expérience à partir de ça. Et il est encore petit, même s'il connaît sa vie, il la comprend, je pense, savoir s'il faut en parler au niveau de la maîtresse, de la directrice, ce genre de choses. Il va être confronté à plusieurs événements, notamment la fête des mères, la fête des pères. Pourquoi, lui, à la fête des pères, on ne va pas faire de cadeaux? Comment gérer la situation? Est-ce qu'on en fait un cadeau pour l'autre maman? Si vraiment il n'y a pas de souci, c'est pas tabou pour nous, même si ça peut l'être pour d'autres. Je pense que si on le vit bien, l'enfant le vivra bien, quoi. Hormis crise d'adolescence, tout ça, on peut pas le prévoir, et puis bon, on jugera, quoi. Il faut aller voir les gens. Il faut pas leur mentir, il faut leur dire voilà. Notre famille, elle est comme ça. Mais une fois qu'on a fait cette étape-là et qu'on s'assume, eh bien en fait, les gens nous acceptent très facilement et ont un regard pas si négatif que ça. C'est pas parce qu'on est deux femmes ensemble et qu'effectivement il n'y a pas de papa qu'on est les seuls dans cette situation. Il y a des couples divorcés, il y a des mères seules, il y a des mères seules qui adoptent et il n'y a pas de papa. Et jusqu'à aujourd'hui, ça ne posait aucun problème. On n'a jamais posé la question de savoir s'il y avait besoin d'un référent. Des grands-parents, des amis, je veux dire des hommes, ils en côtoient. Hein. On peut pas éviter les hommes. C'est pas possible. Élodie et Karine ont toujours eu le soutien de leurs proches, en particulier les parents d'Élodie, qui ont toujours été là pour elle, même dans les moments difficiles. Quand on a découvert l'homosexualité d'Élodie, moi, personnellement, j'étais un peu assommé pendant 24 heures, quoi. Mais passé ces 24 heures, écoutez, on fera avec, hein. Et Karine, il faut dire aussi que la compagne qu'elle avait choisie nous a beaucoup plu et donc ça a certainement aidé. Je crois qu'elle a sans doute eu plus de mal, elle, à nous le dire que nous à l'entendre. Quand vous nous avez dit que vous vouliez un enfant, on a mis sur la table toutes les questions que ça nous posait à nous. Plus tard, comment l'enfant il va se situer par rapport aux autres, par rapport à la société, par rapport au père qu'il ne connaîtra pas, peut-être le recherchera-t-il, enfin voudra-t-il le rechercher. Aux remarques désagréables qui ne manqueraient pas de lui arriver dès l'école primaire, puis plus tard, quoi. Nous, on a d'abord pensé à l'enfant. Les questions qu'ils nous ont posées, c'est vrai qu'on y a répondu assez facilement et assez rapidement dans la mesure où on se les était déjà posées, ces questions-là, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé toutes les deux de nombreuses nuits, de nombreuses journées. À l'absence du père, effectivement, on y répondra au fur et à mesure. Et c'est surtout le problème en fait qui se pose le plus pour les gens. Un enfant, c'est un papa, une maman. Qu'est-ce qu'il va se dire où il est mon papa? Lui, il n'a pas de tabou. Oui. Les tabous, ce sont les adultes qui les ont. C'est la société qui va lui renvoyer des questions. C'est aux mamans et à nous aussi de le préparer, qu'il soit bien dans ses baskets. Voilà. Il n'a pas de basket, excusez-moi. Là, par contre, voilà. Hop là. Allez, au lit, mon ange. Tu t'allonges correctement. Et puis on va raconter l'histoire. Théo a deux mamans, explique Pauline. Mais dans une famille, il y a un papa et une maman. Mais pas de maman. Maman, elle est de maman. Bah oui, comme Théo. Ce qui importe, c'est qu'elles soient heureuses, bien dans leur tête, et que les enfants soient épanouis. Et là, je peux vous assurer que les enfants sont épanouis. J'espère que dans tous les couples hétérosexuels, c'est la même chose. Tu crois qu'il y a des enfants qui vont te demander pourquoi tu auras deux mamans? Et tu vas leur dire quoi? Je vais leur dire, c'est normal. Donc on va voir maintenant comment un enfant se construit dans une famille homoparentale. On vous retrouve Robert avec Edwin. Vous êtes donc les papas de deux jumeaux de 16 mois, un petit garçon qui s'appelle Yann et une petite fille qui s'appelle Yuna. Après 15 ans de vie commune, vous avez donc décidé de devenir parents. Pour vous, c'était une évidence d'avoir des enfants ensemble? Dès qu'on s'est rencontrés, Edwin a exprimé le souhait d'avoir des enfants et moi j'en avais déjà un. Et j'étais tellement heureux d'en avoir un que je l'ai encouragé à faire la même chose. Et puis, il a mis des années avant de passer à l'acte. C'était pas facile. Oui.
Mais c'était quelque chose qui était vraiment très important pour moi. Et c'était aussi dans ma culture et dans ma famille. Et je pense tout au long de l'émission aujourd'hui, les gens ont parlé de deuil, de ne pas avoir des enfants ou de ne pas avoir des petits-enfants. Et je pense que pour nous, on voulait faire autrement. D'accord. Donc vous avez fait appel à une mère porteuse aux États-Unis. C'est une pratique qui est interdite en France, qui s'est fait inséminer avec votre sperme, Edwin. C'est ça. 4 embryons ont été réimplantés, 2 sont restés, d'où les jumeaux. À partir de quel moment vous êtes-vous sentis pères, tous les deux? Je crois que la visite de cette femme enceinte, elle est venue chez nous, on l'a invitée à venir 15 jours à Paris. Et elle était déjà bien grosse. Et là, on a senti, pour moi au moins, ça a été le moment où j'ai senti que j'allais à nouveau être papa. Vous étiez là pour l'accouchement, tous les deux? On était en salle d'accouchement, oui, et c'est nous qui avons coupé le cordon ombilical. Eh bien, un chacun en plus. Un chacun. Trop bien. Ouais. Vous qui avez eu un enfant biologique, Robert, je rappelle quand même que quand vous avez eu Patrick biologiquement, vous étiez hétéro dans votre tête. Est-ce que ça change les choses? Est-ce que vous avez une approche différente maintenant que vous revendiquez votre homosexualité dans votre façon d'éduquer les enfants? Dans la façon d'élever les enfants, non. Je ne pense pas que ça change, mais d'abord, ça change d'être papa à 55 ans par rapport à l'être à 25 ans. On n'a pas le même tonus. Ça change d'avoir des jumeaux. Et puis, d'être père homosexuel, ça change par le regard de la société, par le regard des autres. Quand un jeune couple a des enfants, tout le monde se réjouit. D'abord, c'est normal, et tout le monde fait la fête. Quand un couple homosexuel a des enfants, il y a des gens qui acceptaient notre couple homosexuel et qui nous ont dit leur réticence. Genre vous en faites trop là maintenant? Oui. Ouais. Là on pousse un peu trop loin le bouchon. Et puis il y a tout ce regard de la société qui dit que 2 hommes ne peuvent pas élever un enfant. Donc, quand vous vous promenez avec les poussettes, il y a des regards, des insultes, des choses, Edwin? C'est surtout le regard des femmes qui veulent voir est-ce qu'il sait comment faire. Il y a même des femmes qui voulaient me voir changer la couche parce que forcément un homme ne pouvait pas faire correctement. Pas aussi bien. Ouais, voilà. Serge Effès et Stéphane Clerget, à quelles nouvelles questions les familles homoparentales sont-elles confrontées? Elles sont confrontées aux questions que se posent à peu près toutes les familles aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, une certaine dissociation entre ce qui est de l'ordre de la sexualité et ce qui est de l'ordre de la reproduction. Il y a beaucoup de familles qui font appel soit à des mères porteuses aux États-Unis, soit à des fécondations in vitro, etc. Et puis, elles sont confrontées au nouveau statut d'être parent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'auparavant, être parent, c'était des rôles très codifiés entre le père et la mère. Il y avait ce qui était des prérogatives maternelles et paternelles. Aujourd'hui, être parent, c'est plus mixte. C'est-à-dire, c'est avoir des compétences pour s'occuper d'un enfant. C'est pour ça que les femmes ont peut-être un peu de réticence à avoir 2 hommes avec des bébés. C'est qu'on nous enlève un peu quelque chose. Absolument, on enlève de nos prérogatives de mère, de tout ce qui est maternage. Et on sait bien que c'est un pataquès un peu dans les couples et dans les familles d'aujourd'hui parce que les rôles sont beaucoup plus égalitaires et beaucoup moins complémentaires. Donc, chacun cherche un petit peu ses marques et je trouve très intéressant la façon dont justement l'homoparentalité, elle soulève toutes ces questions-là. Et Stéphane Clerget, de quoi un enfant a-t-il besoin pour s'épanouir? Est-ce qu'il a vraiment besoin de sa maman et son papa? Il a besoin d'adultes pour l'élever. Il faut des gens qui se disent je vais faire de toi un homme, je vais faire de toi une femme, que cet enfant soit né biologiquement ou qu'il ait été adopté. Mais il a aussi besoin évidemment de vérité et des vérités sur son origine, sur sa conception. Comment il a été créé finalement, de qui vient-il? Et idéalement aussi... C'est pareil pour tous les enfants de mère porteuse si les parents sont hétéros. C'est pour ça que les questions de mère porteuse et d'insémination avec donneur anonyme, ça ne résume pas toute l'homoparentalité. Parce qu'il y a beaucoup de façons, notamment la coparentalité, c'est-à-dire 2 lesbiennes en couple et 2 homosexuels masculins en couple qui décident de s'unir biologiquement pour élever un enfant à 4, par exemple. Et ça, 4 parents, ça peut être structurant quand même? La réalité, c'est pas 4 parents, c'est un père et une mère biologique, un beau-père et une belle-mère. Donc dans les familles recomposées, il y en a des fois beaucoup plus. C'est vrai. Donc ce système-là ne pose aucun problème pour l'enfant dans la mesure où l'enfant sait la vérité de ses origines biologiques, qui est son père biologique, qui est sa mère biologique. Après, l'enfant doit savoir évidemment que 2 hommes ensemble ne peuvent pas faire un enfant. C'est lui expliquer ça. Voilà, il est important de lui expliquer. Alors vous, Maud, avec Rosine, vous avez une petite fille qui s'appelle Willow, et vous connaissez donc vous
le père biologique, puisque c'est un ami. Oui. Oui, ouais, mais c'est pareil. On a choisi de ne pas utiliser le mot père ou papa. Donc le donneur, donc c'est un copain à vous. C'est un ami, oui. Qui est marié. Marié, qui a des enfants. Sa femme est au courant. Oui, bien sûr. Et donc vous lui avez dit, prête-moi en fait, de ta semence. C'est des gens qu'on connaît quand même depuis plusieurs années et avec qui la confiance était vraiment installée. Et c'est même venu d'eux, en fait. Pour être complètement honnête, c'est même venu d'eux. Donc, Et vous avez fait ça de façon artisanale? Artisanale, voilà. Avec la paille? Bon, après, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais on fait ça de manière artisanale, voilà. Et ça a marché du premier coup? Non. Ah oui. Non, enfin, ça peut marcher du premier coup, effectivement, mais bon, après, c'est comme pour toute femme, on peut tomber enceinte assez facilement ou pas, et pour nous, ça a été assez long. Et est-ce que Willow, c'est l'origine du donneur? Oui, parce que justement, pour nous, la vérité est aussi quelque chose de très, très important. Donc, depuis qu'elle est née, on lui raconte son histoire, on lui explique que voilà, on était deux mamans, qu'on s'aimait très fort, mais qu'on ne pouvait pas avoir de bébé ensemble. Et donc, on avait besoin d'une petite graine. Et d'ailleurs, récemment, on lui a mis enfin le lien avec cet ami, en lui disant, voilà, c'est lui qui a donné la petite graine à maman. Voilà. Pour avoir un bébé. Je lui ai montré les photos de moi enceinte pour vraiment lui expliquer d'où elle venait, quoi. Et elle est très, très attentive à tout ça. Il n'y a pas de tabou sur son origine? Pas du tout. Puis, de toute façon, du côté du donneur, tout le monde est au courant et de notre famille aussi. Donc, même notre famille le connaît. Et donc, c'est vraiment, il n'y a aucun secret nulle part. Robert et Edwin, vous pensez que vous allez annoncer à vos enfants l'origine de leur conception? Tout à fait. En fait, l'histoire, c'est le leur. C'est pas à un autre de le cacher. Et je pense que de connaître les origines, c'est le droit de chaque personne, chaque être humain. Et vos enfants, ils ont 16 mois, ils parlent déjà ou pas? Il dit au revoir. Non. Non. Bon, et vous, Maude, votre fille, elle a 3 ans, elle vous appelle comment? Alors, c'est pareil, on entend souvent qu'il ne faut pas que notre fille nous appelle toutes les deux maman parce qu'il pourrait y avoir une confusion, etc. Donc nous, on a fait carrément le choix de rien décider et de la laisser choisir par elle-même. Et donc, quand elle était toute petite, quand elle avait 10, 12 mois, elle disait maman pour toutes les deux. Et puis au fur et à mesure, quand nous, on s'appelait entre nous, je disais, va voir maman Rosie, etc. Et elle a fini par faire une contraction en fait, d'elle-même de maman Rosie qui est devenue Mosie. Et c'est devenu le nom qu'elle utilise maintenant au quotidien et qui est acquis pour tout le monde. Donc, Serge Effès, c'est important de distinguer les deux parents. Est-ce qu'il y a des incidences au fait de dire maman aux deux ou papa aux deux? Les nominations, c'est fondamental. C'est ce qui permet justement de discerner entre les différents individus qui sont autour de soi. Il y a des enfants qui appellent leurs parents par leur prénom. Ça n'enlève rien au fait qu'ils les considèrent comme leur père ou leur mère. Et que sait-on? Est-ce qu'on a un petit peu de recul sur les enfants élevés par des homos? On a plein de recul par rapport à ça. Alors, parce que la grande peur des hétéros, c'est qu'ils vont devenir aussi homos. Oui, alors, ce qui est un peu absurde, parce qu'a priori, les enfants homosexuels, ils viennent plutôt de parents hétéros. Donc, mais ça, mis à part, il y a maintenant un recul qui est quand même très, très, très important, avec des études qui ont été faites dans beaucoup de pays, pas beaucoup en France, mais beaucoup ailleurs, et qui montrent que, en termes d'identité sexuelle ou en termes d'orientation sexuelle, les enfants de familles homoparentales n'ont rien qui les distingue des autres familles, de même qu'en termes d'intelligence ou de performance ou de devenir psychique au sens large. Pour parler justement des enfants élevés par des homosexuels, on reçoit Eddy. Bonsoir Eddy. Bonsoir. Bienvenue, vous avez 21 ans. Alors vos parents ont divorcé quand vous aviez 10 ans. Et à ce moment-là, votre papa est parti vivre en fait avec un homme. Et c'est votre maman, qui est d'ailleurs dans le public, qui a l'air formidable, qui vous a annoncé ce qui se passait. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'elle vous a dit? Ton père va vivre avec un homme. Et comment vous l'avez vécu, ça? Au début, un petit peu mal. C'était la séparation qui vous faisait le plus de peine que le fait que votre papa aille avec un homme? Oui. Et son copain, le copain de mon père, m'avait été présenté comme un ami. Ah, ça avait été anticipé? Oui. Donc vous le voyez de plus en plus régulièrement avant qu'on vous dise papa va vivre avec cet homme? Je l'ai vu peut-être 2-3 week-ends avant. Et donc vous avez commencé à passer vos week-ends, un week-end sur deux, avec votre papa et son ami? Oui. Ça se passait comment? Bien. Sans problème. Votre père était aussi présent qu'avant, quasiment? Oui. Et c'est à l'adolescence que vous avez connu des problèmes avec vos copains? À l'école. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On ne faisait pas de réflexion, mais j'avais surtout peur du regard, le regard des autres. Mais sur vous ou sur votre père? Sur moi. Mais vous le disiez ou pas?
Non, j'en parlais pas. Parce que vous avez demandé de ne pas en parler ou parce que vous estimiez ça un peu tabou? Un peu tabou. Et j'ai fait confiance à quelqu'un qui après à une copine et qui a raconté à plusieurs personnes. Au collège? Au collège, oui. Et c'est là où on vous a fait des réflexions? Oui. Au point que vous avez dû faire une sorte de non-coming out. C'est ça? Ouais. Vous êtes obligé de dire à tout le monde « je ne suis pas homosexuel », c'est ça? Oui. Et vous-même, est-ce que vous êtes posé des questions sur votre identité sexuelle quand vous étiez ado? Non. La seule question que je me posais, c'est si j'avais des gestes un peu efféminés, des choses comme ça. Et alors, qui vous rassurait à ce moment-là? Personne. Le miroir. Et donc, votre hétérosexualité, pour vous, elle a jamais fait aucun doute? Aucun doute. Et aujourd'hui, votre copine avec laquelle vous êtes, comment elle perçoit son beau-père? Comme un ami. Avec le recul, qu'est-ce qui a facilité l'acceptation? Est-ce que c'était l'attitude de votre maman ou est-ce que c'était l'attitude de votre papa? Les deux, parce qu'ils s'entendent encore bien. Mais vous dites, je crois que c'est sa stabilité affective aussi qui vous a aidé. Oui. Je voyais mon père, je le vois encore, je le vois quand je veux. Je suis parti en vacances avec lui, je le vois quand je veux. Merci Eddy. Ça y est, vous pouvez souffler, c'est fini. Merci beaucoup Robert et Edwin. Longue vie de parents parce qu'ils n'ont que 16 mois. Et vous, Maud, je crois que vous faites une deuxième tentative pour avoir un deuxième enfant, oui. avec le même donneur aussi. Toujours. Bon, bonne chance. On retrouve maintenant Serge, Kenny, Nathalie, c'est à nous. Vous qui, tous les trois, avez accepté de confronter vos préjugés sur l'homosexualité à des hommes et à des femmes qui en sont peut-être un petit peu trop souvent la cible. On vous retrouve au cœur de la dernière Gay Pride à Paris. C'est donc la marche des fiertés qui s'est tenue le 30 juin dernier. C'est le jour de la Gay Pride. Après les footballeurs, Nathalie, Serge et Kenny ont rendez-vous avec des policiers. Bonjour, c'est moi. Salut Serge. Salut, Alain, je suis président de l'association FLAG. C'est l'association des policiers gays et lesbiens. Alors j'ai besoin d'un petit coup de main, vous tombez bien. Allez. On va mettre une petite chose sur la cabine. Tout le monde donne un coup de main pour préparer le char de la Gay Pride. C'est la marche des fiertés, la grande réunion des homos, bi et transsexuels. Là je crois qu'ils cherchent le sac avec les casquettes dedans. Vas-y, tu peux. Allez, ça pour qu'on vous respecte en tant que... Pour qu'on nous respecte, oui, dans notre boulot, pour qu'on nous respecte en tant que... qu'homo. Ah, le rouge, on y va. Merci. Et le but n'est pas que la personne qui est en face de moi, elle accepte que je sois homo. Le but, c'est de lui expliquer qu'en France, il y a des homos, il y a des hétéros, et on doit pouvoir vivre normalement. C'est comme si je disais, moi je parle pas aux femmes qui ont des cheveux jusqu'ici bruns. Enfin, je veux dire, de quel droit je pourrais dire ça? Pourquoi tu veux pas parler aux femmes qui ont des cheveux jusqu'ici? Parce que je suis homo. Pour Kenny, être policier et homosexuel, c'est presque incompatible. Pierre Lebon. J'ai jamais entendu parler de cette association. Au niveau des interventions musclées, vous n'avez pas de problème, non? Ça change rien. Mais c'est marrant cette réflexion parce que ça rentre concrètement dans le schéma qu'ont les hétérosexuels en général de l'homosexuel homme. Parce qu'un mec, il est plus ou moins macho et il se dit, un homo, ça doit être comme un sous-homme, quelqu'un de plus faible, quelqu'un de plus... Non, pas jusque-là, non. C'est dans l'idée, c'est dans l'idée générale. Oui. Et là, la réflexion que vous venez de faire, c'est concrètement ça. En fait, je l'emmène de l'autre côté. La préparation du char se termine. Les policiers homosexuels vont revendiquer en uniforme la fierté d'être ce qu'ils sont. T'en penses quoi alors de ce truc? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? C'est la première fois, donc j'observe, je regarde, j'écoute. Je pose des questions. Dans le milieu homo, comment tu te sens, toi? Dans le milieu homo, comment je me sens? À l'aise? Comment tu te sens? Non, pas à mon aise. C'est pas mon milieu. Attends, Oui, mais bon, je me sens pas mal à l'aise. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas notre nature. Si tu n'aimes pas le poisson, tu vas pas manger du poisson, voilà. Tu te sens à l'aise là? Bon, c'est pas ton truc? Non. Pour le comparer à un grand opéra, hein. Je n'ai pas l'habitude d'aller dans un grand opéra. Ouais. Et ça te gêne? Les gens, comment ils sont habillés et tout? Plutôt. Ouais. Serge n'apprécie pas vraiment la parade.
Et même ses coéquipiers du foot Gay Paris n'arrivent pas à lui redonner le sourire. Finalement, t'as changé d'avis, non, t'inquiète. Ça va? En revanche, Nathalie et Kenny semblent beaucoup s'amuser de ce drôle de défilé. C'est une boîte de crayons de couleur. Il y a des Chinois, il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a tout. Il est temps de participer activement à cette fête délirante, en rejoignant Alain et ses collègues policiers sur leur char. Nathalie, tout de suite à l'aise, n'hésite pas à mettre l'ambiance. Kenny, lui, joue le jeu à fond. Mais Serge semble avoir plus de mal à se décoincer. Jusqu'à ce que l'ambiance bon enfant finisse par déteindre sur lui et lui redonne enfin le sourire. Bon, allez, la Gay Pride, Serge, on a vu, c'était pas forcément votre tasse de thé. Quelques semaines plus tard, après le tournage, est-ce que vous avez un peu pensé à cette expérience? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre tête? Oui, il y a des choses qui ont évolué, des choses qui ont grandi, évidemment. Par le biais des témoignages de professionnels, de gens de vécu, où on voit des joies, des tristesses, des... Vous faisiez beaucoup l'amalgame homosexuel et folle, entre guillemets. Oui. Mec hyper efféminé, quoi. Plutôt, voilà. Plutôt oui que non. Voilà. Mais par le biais de mon travail, je suis un peu confronté, où je reçois des gens... Vous êtes restaurateur? Voilà, et donc j'ai des clients homo, et bon, voilà, ça se passe plus, ça se remarque quasiment plus maintenant, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que baigner à 100% dans le contexte homo, j'étais pas à 100% Non, mais c'est folklorique aussi, c'est pas ça tout le monde, tout le temps. Et je pense. Ouais. Et vous avez été surpris par exemple, l'accueil qui vous a été fait sur le char, que les policiers... Ah oui, tout le monde a été vraiment d'une gentillesse et d'un accueil admirable. Hein. Et bon, j'en reviens au match de foot où, dans le Paris Football Gay, il n'y a pas que des gays qui sont licenciés. Et on ne savait pas qui était gay et qui ne l'était pas, quoi. C'est bien ça, non? Ah non, ça fait évoluer les préjugés. Mais bien sûr, ça m'a donné un peu des repères plus précis sur l'homosexualité. On a le droit d'être ce qu'on est et pointe à la ligne. Au même titre qu'une religion ou comme certaines autres choses, on n'est pas toujours obligé d'extérioriser, de montrer qui on est. Voilà. Mais quand on a été reclus pendant des siècles, peut-être qu'on a envie d'en faire un peu trop parfois. Ouais. Puis c'est pas un dogme, l'homosexualité, à la différence de religion. Donc extérioriser, pourquoi ne pas extérioriser? On extériorise le fait d'être hétérosexuel, pourquoi on n'extérioriserait pas le fait d'être homosexuel? Non, mais là où vous avez évolué, j'ai l'impression, c'est que vous avez peut-être moins l'impression que c'est une perversion, alors qu'à un moment, vous l'avez peut-être envisagé. Complètement, ça c'est sûr. Ça c'est... Ces dernières années, j'avais pas mal, beaucoup évolué là-dessus. J'ai l'impression que c'est plus une gêne qu'un rejet que vous ressentez. Non, mais j'ai pas été... on parle d'éducation, j'ai été élevé dans un milieu chrétien, assez... enfin, chrétien, on n'allait pas à l'église tous les dimanches, mais plutôt strict, plutôt un père plutôt macho que pas, même très... c'est pas évident, quoi. Non. Et puis vous n'êtes pas au tribunal, attendez, Serge. Ces schémas de vie, quoi. Où en plus, bon, moi j'étais un peu le seul garçon où le nom pouvait se reporter. Tout ça, c'est lourd, hein. Il faut le porter. Mais vous avez changé quand même depuis le tournage, par rapport à l'homosexualité ou pas? Vous avez changé vos préjugés? Alors, j'avouerais pas trop depuis le tournage, mais sur l'émission, les différents témoignages, tout ça, ça m'a nourri. Et je pense, j'ai accepté l'émission par curiosité, mais curiosité intelligente, non pas pas voyeurisme, loin de là. Et je suis très satisfait d'avoir
nourrit ma curiosité. Merci beaucoup, Serge. Bon, Nathalie, vous vous êtes éclatée comme une petite folle. Bah oui, moi, tout le long. Bon, alors, en plus de ça, alors, ils étaient à fond dans le cliché, ils sont super heureux, ils font la fête tout le temps, on vous emmène sur la Gay Pride, donc je pense que là, du coup, c'est encore pire. Hein? Non, vous avez évolué quand même. Ben, moi, je trouve que j'ai été ridicule sur le terrain de foot. Parce que franchement, la plus efféminée, c'était moi. C'était pas les homos. Et donc là, je trouve que c'était intelligent de votre part de le montrer, justement, que les homos ne sont pas efféminés sur un terrain de foot. Ils sont des vrais hommes. D'ailleurs, elle est très macho, je peux vous dire. Et c'est vrai que ça m'a surprise. Viril. Ça m'a surprise parce que je pensais que je faisais que de la danse. J'aurais jamais. Oui, parce que toujours en rapport avec la féminité. Ouais. Et vous avez appris des choses suite à cette émission? Ben oui, justement, par les spécialistes, par tous les témoignages que j'ai entendus, ça m'a ouvert l'esprit encore plus. Parce que je l'avais déjà bien ouvert, étant donné que moi, bon, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, mais j'étais obèse avant. Donc, j'ai perdu 50 kilos. Ah ouais. Donc, c'est le regard des autres. J'ai connu aussi le regard des autres et tout. Donc, c'est vrai que je suis quelqu'un... d'a priori ouvert à la différence. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs accepté de tenter l'expérience. Et je suis très contente de l'avoir fait. Elle était gay-friendly dès le départ. C'est vrai que... On lui a le signe en bas de la page. Et puis, je me dis que si un jour j'ai mes enfants qui m'apprennent qu'ils ont homosexualité, voilà, qu'ils sont homo, eh ben, je le prendrai bien. Parce qu'en ayant entendu tout ça, je peux que ne le prendre bien. Parfait. Bon, voilà. Kenny, qu'est-ce que vous avez fait finalement de vos préjugés depuis le temps là? Moi, je pense que déjà dans le reportage, vous avez pas mal évolué. Je pense que j'avais certaines idées qu'il fallait mettre au clair. Je connaissais un certain monde homosexuel et j'avais l'impression que c'était le seul monde qui existait. Et à travers ce match de foot, ces rencontres, j'ai pu comprendre que j'étais à côté de la plaque en fait. En gros, il y avait un autre monde qui existait et qui est peut-être plus caché, peut-être moins connu ou moins médiatisé. Et justement, il fallait que j'aille voir pour faire mes idées, mes propres idées. Pour pas suivre les gens tout le temps, suivre ce qu'on me dit, je voulais me faire ma propre idée. Et donc là, par exemple, les images où on vous voit danser sur le char avec les policiers homos, vous l'assumez totalement? Si vos copains demain vous appellent pour se moquer de vous, vous allez leur répondre quoi? Qu'ils sont bêtes. Parce que de la musique, tout le monde danse, quoi. À la base, moi, je suis pas venu dans cette émission pour faire le mec associable, rester en retrait. Moi, je suis venu pour partager quelque chose. Après, s'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est vraiment pas mon problème. Serge, oui. Moi, suite au match de foot, j'ai pris la douche. Oui, ça c'est vrai. J'ai fait du sport et on me prenait la douche. Après le sport, tu prends la douche. Là, c'était des homos. Voilà. Mais là, dans la vie, on fait ce qu'on a envie de faire, quoi. Et on le fait pas. Mais voilà, il en a pris je me rappelle, le caméraman, il fait tu vas prendre la douche, Serge? J'ai dit oui, je prends. D'une manière générale, vous ne pensez pas que quand on rencontre les gens simplement en leur posant des questions qu'on n'ose pas et quand ils nous racontent leur histoire, on arrive plus à comprendre simplement pourquoi ils sont ce qu'ils sont? Oui, là on est rentré dans du vécu. On était dans le vécu même. Et l'expérience qu'on a faite là, je pense qu'il faudrait que les gens le fassent dans la rue. Parlent entre eux, parlent aux homos, Et je pense qu'il faudrait que ça serve d'exemple. Pas simplement à la Avec télé, un peu d'amour, nous construirons un monde meilleur. Vous allez devenir militant, vous allez voir. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Serge, pour conclure, comment on pourrait faire pour qu'il y ait moins d'homophobie, pour que les choses, justement, coulent plus? C'est une question d'éducation des enfants? Oui, ça commence par l'éducation des enfants, ça commence vraiment par la mixité, ça commence par quelque chose de très pacifié, de très fluide entre les garçons et les filles, ça commence aussi par justement ne pas prendre les cloisonnements autour de différentes étiquettes, que ce soit t'es obèse, t'es homo, t'es noir. Le rejet de l'autre, c'est toujours un rejet d'une partie de soi-même. À partir du moment où on éduque les enfants à cette tolérance-là, à leur montrer que l'autre, tous les autres sont différents et en même temps semblables, eh bien je pense, j'espère que petit à petit l'homophobie va disparaître. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bruno Solo, vous avez appris des choses ou pas aujourd'hui? Oui, que c'est l'amour qui l'emporte surtout. Alors, le message peut paraître un peu
peu lieu commun, un peu pontifiant, etc. Mais la force de l'amour l'emporte sur tout. Et on ne peut pas dénier ça. Voilà. Bon, ben alors maintenant, je sais qu'il y a encore du chemin. Être homosexuel en ville et accessoirement ici à la capitale, c'est sans doute plus facile que l'être dans des villages ou dans certains coins de campagne. Ne parlons même pas de certains pays dans le monde. On espère qu'on a réussi à toucher des gens ici de la campagne. Il faut vraiment que les mentalités évoluent là-dessus et sur bien d'autres choses, bien entendu, mais sur ce sujet en particulier. Bon, Bruno, à part ça, vous êtes infidèle? Oui, au théâtre. Au théâtre. Oui, je l'ai vite dit parce que après je connais les montages et tout. Non, c'est pas vrai. À partir du 9 novembre. Un tabou aussi, un tabou très fort, l'adultère. Ouais. Et la négation d'une réalité, une pièce de Feydeau qui s'appelle Le système Ribadier, où j'hypnotise ma femme pour mieux aller la tromper jusqu'au jour où elle s'aperçoit que je l'ai hypnotisée. Je continue à lui faire croire que donc c'était une histoire de manipulation et tout. C'est les pièces de Feydeau, toujours aussi drôles et aussi burlesques, mais sur un terreau extrêmement dramatique et une critique sociale et bourgeoise du XIXe siècle qui est très puissante. C'est mis en scène par Christian Bugeaud et je serai accompagné par Léa Drucker et Jean-Noël Broutet à partir du 9 novembre au Théâtre Montparnasse. Voilà. C'est la première fois que vous montez sur les planches? La première fois, oui. Dessus un peu, oui. Comme ça, j'ai pas dit le mot, oui. Dessus un peu. Merci beaucoup d'avoir étrenné cette collection. Ça m'a fait vraiment plaisir. Dans 15 jours, on se retrouve pour évoquer les tabous de la prostitution. Merci d'avoir été avec nous. Bonne fin de soirée sur France 2. Merci à tous. Au revoir.